Vous écoutez Coxside Feel and Chill, une émission présentée par Geoffrey Fureur et Aurélien Allard. Et ici, on fait de la science quick and dirty. Parce que c'est comme ça qu'on fait en temps de guerre, bande de débiles. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Coxside Feel and Chill. Aujourd'hui, avec Geoffrey, nous accueillons le grand Léo Fitoussi. Après des passions kantiennes ou bourdieusiennes pendant ses années de licence, il est devenu un fervent adepte de la psychologie évolutionniste à l'ENS Paris, où il a écrit une thèse sur l'anthropologie cognitive des cultures moralisatrices. Ça en jette un peu. Il continue maintenant dans la voie de la psychologie évolutionniste en tant que postdoc à l'Institute for Advanced Studies de Toulouse. Avant tout un théoricien acharné, il cherche à dénicher les meilleures explications de nos intuitions morales, de notre quête de la punition et du puritanisme à travers les âges. Pourquoi critiquons-nous les gens pour trop boire, trop manger, pour s'habiller trop légèrement ? Pourquoi est-ce qu'autant de sociétés moralisent les questions de sexualité ? Léo Fitoussi a toutes les réponses. Bienvenue parmi nous, Léo. Salut, Bienvenue merci. Léo. Belle intro, Bravo Léo. excellente. Je suis honoré de cette intro, merci. C'est vrai, c'est top. Eh bien, je crois qu'on peut partir pour le petit jeu, comme Bah comme ouais, c'est d'habitude. parti. Il y a un jeu. Comme à l'accoutumée, voilà, c'est la petite surprise. C'est la petite surprise. C'est devenu traditionnel. Donc je vais poser les règles. Elles sont très simples. Je vais citer un extrait de quelque chose. Et il va falloir que vous deviniez, dans ce cas précis-là pour aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui est un vrai ou une vraie scientifique qui maîtrise les sciences évolutionnaires, ou si Ok. c'est un ou une tocard. Ok, énorme, j'adore. Oui, j'avais déjà entendu J'avais écouté un épisode où il y a... Ouais, j'adore. Très bien. Voilà. Donc là, on part sur quelque chose d'un peu plus évo. Allez, c'est parti. On va me dire si vous reconnaissez ça. Les sautes d'humeur servent également à évaluer la solidité du lien. Les femmes utilisent leurs sautes d'humeur pour imposer de petits coups à leurs partenaires, puis se servent des réactions des hommes face à ces coups pour évaluer leur degré d'engagement. Si un homme n'est pas disposé à tolérer ces coups, cela indique que son engagement est faible. La volonté des hommes de tolérer ces coups et de répondre aux demandes croissantes d'investissement euh, témoigne d'un niveau d'engagement plus élevé. En tous les cas, la femme obtient des informations précieuses sur la solidité du lien. Ah, c'est dur. Ah, c'est hein. que- C'est dur, gratuit. franchement. C'est dur parce qu'en fait, il y a des psychologues évolutionnistes qui sont des tocards, donc on fait comment? Oui, c'est Eh ben, ça. c'est là où on va mettre un peu de nuance. Vous avez le droit de dire, ah, c'est peut-être quelqu'un de sérieux qui raconte de la merde. C'est pas David Buss, ça fait David Buss, hein? Non? Alors, on va voir qu'est-ce qu'il leur dit, Aurel. Ouais, moi, ça me Ouais. choquerait pas si c'était lui, en tout cas. J'en sais rien. Eh ben oui, Geoffrey c'est Miller, David quoi. Buss, c'est David Ah, mais Buss voilà. dans The Evolution of Desire, Strategy of Human Mating. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de David Buss? Moi, je suis contre. T'es contre à ce point? Non, je rigole. Non, mais t'es Pardon, loin, hein, vas-y, franchement. Je t'ai coupé la parole, vas-y Aurélien. Non, mais t'es contre. Vas-y, développe. Non, mais c'est bien. Enfin, je veux dire, genre, en fait, non, je pense que c'est quand même. Cet extrait, il est compliqué. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste. Enfin, je pense que il y a des contributions qui font sens et qui sont bien à la psychologie et tout. Et je pense qu'il y a plein de trucs qui sont solides, entre guillemets, qui sont legit. C'est juste que pour moi, la condition sine qua non de faire de la psycho-évo, c'est d'assurer le service après-vente politique, quoi. Et lui, il fait pas du tout assez pour pas être récupéré par des masques toxiques, tu vois. Donc c'est Ouais. casse-couille. Ah, il doit être tellement récupéré par des masques toxiques, ça doit être Ah terrible. ouais. Même il fait un peu exprès, en fait. Il fait, Ouais, enfin, il doit surfer dessus, ouais. Et il a déjà affiché ses convictions politiques. Il a déjà dit, ouais, non, faut pas reprendre ça, ou il a jamais fait. je sais pas. Je connais pas bien, en fait. Ok. Je dirais qu'il a participé à des... Il n'a pas été membre de l'université anti-woke aux États-Unis, un truc comme ça. Moi, je le vois carrément comme ça. Bah Ouais, ouais, ça m'étonnerait pas. je pense qu'il a fait des trucs très très douteux, quoi. Soit en mode, Mm. si, je suis libéral, mais en mode anti-woke, ou alors full conservateur, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mm. Non, mais Enfin, ouais. Il faut reclaim evolutionary psychology pour plus que ce soit associé à des gens comme ça dans l'esprit public. On est d'accord, on est C'est un d'accord. beau On, programme. on- Mm. on va enchaîner. Je pense que celui-là, vous allez le reconnaître quand même. Il y a des chances. Les homards
Déjà, rien qu'avec ça, je pense d'ailleurs un indice Oui, oui. Ah, existe. C'est Peterson, c'est Peterson. C'est le bon Peterson. Allez, on va faire la citation, full la citation, parce que voilà, ce mec est passionné de homards. Les homards existent dans des hiérarchies. Ils ont un système nerveux réglé sur la hiérarchie. Et ce système nerveux fonctionne à la sérotonine comme le nôtre. Le système nerveux du homard et de l'être humain est tellement similaire que les antidépresseurs fonctionnent sur les homards. L'idée que les hiérarchies de dominance sont une construction sociologique du patriarcat occidental est absurde. Bah, c'est le problème, c'est que c'est vrai, mais. Oui, la sérotonine chez les homards, je suis sûr que ça a un impact. Non. Oui, non, Non, c'est mais. sûr. Oui, oui, bah non, mais lui, c'est pire encore, je dirais. Ouais, il a encore un cran en dessous, on est d'accord, lui. Ouais, 2 crans dessous, ou 3 crans dessous. Ouais. Ok, donc t'as pris que des cas où c'est les. Non, en fait, lui, il a pas de contribution scientifique intéressante. En plus, c'est un clinicien. Non. Je crois que c'est un psychologue de la personnalité à la Ok. base. À la base de la base, ouais. Non, mais en gros, ben, il y a une vidéo de ContraPoint qui est intéressante sur Jordan Peterson qui montre que dans plein de ses discours, il est pas non plus si toxique que ça, mais il reste assez borderline pour faire en sorte d'être repris par ces communautés-là. Ok, bah oui, bah typique. Donc voilà. Non, mais en Mais du plus, coup, j'ai l'impression que tocard. Mais oui. dernièrement, il a quasi viré facho, quoi, j'ai l'impression. Ah, j'ai pas suivi Je dernièrement, l'ai ouais. pas suivi non plus. Ok, Ah, non, mais j'ai pas s'il suivi supporte, dernièrement, mais ce que je veux dire. s'il supporte le Ice, là, je serais pas étonné. Non, mais j'en sais rien, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je serais pas étonné. Mais non, mais j'en sais rien. Juste, j'ai l'impression que sa trajectoire a été de mal en pis. Donc, si je Ouais, prolonge ouais, la ouais. ligne, ça finit mal. Mais Ouais, bref. il a battu il a bâti une réputation, un empire, quoi. C'est ça, voilà. Son argent dépend de ça, quoi. Allez, on enchaîne. Ne croyez personne qui dit que puisque la nature est basée sur une lutte pour la vie, nous devons vivre ainsi également. De nombreux animaux survivent non pas en s'éliminant mutuellement ou en gardant tout pour eux, mais en coopérant et en partageant. Cela s'applique très certainement aux chasseurs en meute, comme les loups ou les orques, mais aussi à nos plus proches parents, les primates. Bon, ça c'est vrai. Ça fait sérieux. Mais après. C'est vrai. C'est. Hmm. Ouais. Non, pardon, excuse-moi. Ouais, ouais, non, mais après, c'est dur de dire, quoi. Parce qu'évidemment, un tocard peut aussi raconter quelque chose de correct de temps en temps. Eh oui, bah oui, c'est ça le piège. C'est ça le piège. Hmm. Ça Du coup, on dit pourrait être quoi? un. J'en sais rien. Ça pourrait être un truc genre. Putain, comment il s'appelle? Pablo Servigne, là. Non, comment il s'appelle? Je ne connais pas Je lui. vois pas de qui tu parles. Non, mais Hmm. peut-être je dis n'importe quoi, en fait, j'arrive plus à retrouver son nom. Non, mais en gros, je vois en quoi tu peux être un tocard bien pensant, qui Hmm. se trouve être, avoir des bonnes valeurs et qui dit des trucs comme ça sur la théorie de l'évolution. Bah, c'est clair. Eh ben, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est malheureusement décédé il n'y a pas si longtemps. Oh, c'est France Franz. Deval. Mais c'est sûr. Oui, Hmm. il l'a dit avant que je le dise. C'est Franz de Waal, le primatologue. Moi, j'aime énormément ce chercheur. Non, il est bien. Il est bien. J'ai lu plein de ses livres. J'ai lu plein de ses livres. Mais il est trop bien, ouais. Non, non, c'est super. Hmm. Donc, Juste, pas un il a tocard. tendance un peu à romantiser un peu les primates, tu vois. Un petit peu, ouais. Ouais, ouais. Mais, Chimpanzee Politics, c'est atroce quand même. ok, j'ai pas lu. Enfin, non, J'ai pas lu. il hésite pas quand même à montrer que les chimpanzés peuvent être des psychopathes aussi, Ah, dans sur Ok, ça? Ah certaines oui, non, non, circonstances. d'accord, dans ce sens-là, Ouais. dans ce sens-là. Oui, non, tout à fait. Ah bah, il montre vraiment à quel point les chimpanzés sont d'une violence effroyable, ouais. ok, je retire ce que j'ai dit. Non, non, mais il est super, je l'adore. Hmm. Et puis je Alors, l'avais vu dans un colloque à Paris. C'était vraiment une rockstar. Ça se sentait qu'il avait fait des centaines de présentations devant des ouais. foules déchaînées et c'était Ouais. une des meilleures confs auxquelles j'ai assisté. Hmm. Peut-être, je dirais, le seul petit bémol que je mettrais sur Franz de Waal, c'est que, bah, on l'a tous vu, cette vidéo qu'il avait fait avec cette chercheuse qui bosse sur l'empathie avec les primates, où on voit un capucin Hmm. Ouais. qui montrerait un Ah, sentiment c'est ça. d'injustice parce que son voisin capucin, on lui a donné du raisin, lui, on lui a donné un vieux concombre, et du coup, il est vénère, il lance le concombre sur le chercheur. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais pas un esprit scientifique aussi solide que maintenant. Et à l'époque, j'étais assez convaincu en voyant ça, en me disant, ah bah oui, c'est la preuve que les singes capucins, ils ressentent de l'injustice. Ouais, ouais. Bah, il y a ça. En fait, tout son programme pour montrer qu'il y a de la proto-morale, un proto-sens moral
chez les non-humains, globalement, c'est un peu du bullshit. Ouais, c'est ça. En C'est fait, ça. les 10 Ouais. dernières années de sa vie scientifique, c'est n'importe quoi. Tout ce qui est avant, c'est génial, globalement. Je dirais pas que c'est Voilà. n'importe quoi. Je dirais que c'est peut-être juste pas assez. Ouais, je sais pas. Peut-être je suis biaisé parce qu'il est sympa et il a un agenda assez cool quand même quand on y pense et se dire voilà, je vais essayer de montrer que l'empathie c'est au fondement de la morale. C'est bon. On a Non, mais vu c'est pire. mignon. C'est mignon. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Allez, on va passer à la suivante ou au suivant. Euh, ta. La dépression n'est pas réelle. Se sentir déprimé est réel. C'est un déclencheur biologique et évolutif naturel pour te faire changer quelque chose dans ta vie. C'est trop bizarre parce que il n'y a pas de raison de penser que la dépression est pas réelle à partir de C'est ce pas qui Thibaut suit, InShape, quoi. hein. Pardon? Je faisais une blague, j'ai dit c'est pas Ouais. Thibaut InShape. Ah, j'ai pensé à Thibaut InShape, ouais. En fait, j'arrive même pas à comprendre la phrase «la dépression n'est pas réelle». Ouais, c'est ça. Il y a une telle faute de logique là-dedans que ça fait trop Ouais, donc bizarre. ça peut trop être c'est forcément un tocard. C'est un C'est dur tocard, de ouais. savoir qui. Ouais. Ouais. Hmm. Non, bien vu, c'est Andrew Tate. Ok. Ah bah oui, bah Hmm. voilà. Hmm. On est sur du Andrew Tate, voilà. D'ailleurs, si des fois il y a des auditrices et des auditeurs qui veulent les sources, c'est vrai que je les donne pas en live parce que ce serait chiant, mais je les note à chaque fois. Donc, peut-être un jour je pourrais même les mettre en commentaire. On s'en fait encore un ou deux? Ouais, c'est Vas-y, parti. hein. Quoi ouais, allez. Pour les femmes, l'indépendance financière, ou plus généralement matérielle, n'a pas été un élément prioritaire de leur réussite évolutive. En l'espèce, une femme ancestrale avait beaucoup plus intérêt à profiter des ressources de tiers que de dépenser son énergie à en collecter par et pour elle-même. Non, c'est tocard ça. Ouais, c'est tocard. Déjà, rien que En fait, quand c'est tu faux. commençais la phrase en disant les femmes, Ouais. je me suis dit, ça va être un tocard. Mais bon. Est-ce que C'est vous juste que c'est arrivez? factuellement faux. Oui, Je oui, pense non, que mais vous pouvez n'importe quoi. deviner. C'est quelqu'un qui est français et qui est Ah, connu Peggy pour faire. Sastre? Oui, bien Ah, joué. C'est Peggy punaise. Sastre. Voilà, il est Ah fort, Voilà, Léo. comme Léo est ça. trop fort. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, Moi, on je peut le dire connais en que les live. Qu'est-ce qu'on tocards, en moi. pense? Qu'est-ce qu'on en pense de Peggy Sastre ici? Bah, c'est du grand n'importe quoi. Il faut Voilà, on est cancel, d'accord. cancel, On est cancel, d'accord. cancel. Voilà, donc dans la domination masculine n'existe pas. Voilà, qu'on ne recommande pas, hein, bien entendu. Hmm. Putain, mais je savais pas que Mais c'était. En fait, parce qu'il y a deux problèmes avec la psycho-évo. C'est que tu peux dire des trucs vrais sur l'évolution humaine et les utiliser politiquement de manière mauvaise. Et souvent, moi, je trouve qu'il est là le risque, mais en fait, et je pensais que Peggy c'était dans cette. Je n'ai jamais lu, hein, mais je pensais qu'elle était dans cette truc, mais en fait, là, c'est factuellement faux. ah oui, oui, oui. Enfin, Non, non, c'est vraiment, c'est très très faux. tout le gathering chez les chasseurs-cueilleurs, c'est les meufs qui font tout, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Non, pas mal de trucs Pegida, c'est aussi. vraiment Ouais. catastrophique. Moi, j'ai déjà vu un autre élément que j'avais mis de côté un jour pour peut-être m'en servir comme source pédagogique pour un cours. C'était où, en fait, elle se basait sur des études un peu moisies pour dire que les femmes, elles avaient un sens du dégoût plus prononcé et que ça Ah, mais expliquait c'est pas vrai, pourquoi ça? je crois pas. Sens Ah du bon? dégoût plus prononcé, j'aurais dit que c'est vrai quand même, hein. Moi, je crois que c'est Mais vrai, ça, ouais, hein. ouais. Ah, c'est vrai ça? Hmm. Ouais. Ah bah voilà. Faudra Bah, en fait, fact-checker pour moi, j'avais après. l'impression, en ayant regardé un peu les études, bah, en gros, peut-être que cet élément-là est vrai. Il faudrait fact-checker. Hmm. Mais en tout cas, elle se servait de cet élément-là pour justifier que, par exemple, c'était surtout des femmes qui occupaient des postes par exemple, de femmes de ménage. Ah oui, non, mais voilà. C'est pas logique. Oui, Si, j'aurais dû dire la suite. enfin, si t'as un sens du dégoût plus prononcé, Bah oui, tu parce vas qu'elles pas partent en guerre, rechercher quelque chose. Enfin, bref. Mais elles bon. partent en guerre Ouais. contre la saleté. Hmm. C'est les soldats, c'est des soldats de la saleté. Mais il faudrait Ok. vérifier ce truc sur le dégoût. À voir, à voir. Hmm. Ok, bon, on s'en fait un petit dernier. Allez, comme ça, on passe à la suite. Au top. Pour l'instant, on remarque un sans faute de Léo Fitouchi. On va voir Ah, bah ce que ce voilà. sera sur la dernière question. Il est Putain, très, très vas-y. fort. J'ai la pression. Pour des raisons profondément liées à l'évolution, la coopération en tant que stratégie à long terme nécessite de résister aux pulsions de plaisir immédiat. Afin de protéger les interactions coopératives de la menace de la tentation, Et c'est moi, ça. non... C'est la conclusion du BBS. Oh my God. Oh my God.
Ben, Est-ce que tu as... Et Aurélien, qu'est-ce que tu en pensais jusque-là? J'étais sûr que c'était ou Léo ou Baumard ou quelqu'un de... non, mais Ouais. c'est Castocar direct, ça. C'est à la Castocar direct, ça. Allez, à la poubelle. Absolument Bon, pas. alors, on finit quand même cette merveilleuse conclusion de ce Behavioral and Brain Sciences, un très très bon papier, déjà très cité d'ailleurs, et dont tu dois être plutôt fier. Donc, afin de protéger les interactions coopératives de la menace de la tentation, de nombreuses sociétés développent des moralisations préventives visant à faciliter la maîtrise de soi morale. Cela peut expliquer pourquoi, outre les valeurs d'équité, de réciprocité, de solidarité ou de loyauté, de nombreuses sociétés développent des normes hédoniques restrictives de sobriété, d'ascétisme, de modération, de modestie, de piété et d'autodiscipline. Qu'est-ce qu'on en Ouais. pense, Aurélien? C'est bien ça. C'est très bien, c'est très bien. Tout Très à bien. fait. Mm. Allez, on t'enlève de la castocar. Non, 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 et ça, c'est de la tocardie, ça. C'est vrai, tu reviendrais sur ça maintenant? Non, non, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Mais non, non, c'est bien. C'est juste, en fait, maintenant, j'en ai marre de ça. Donc, c'est plus Ah, ça. bah, ça se sent parce que tu as reconnu immédiatement, alors que c'est traduit en français, tu as reconnu immédiatement que c'était la conclusion de ton papier. Ouais, ouais, ouais. Après, C'est- ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai reconnu ça. C'est trop de temps passé sur un article, c'est pas bon. Ouais, 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 ça nuit à la santé mentale. Bah, du coup, ça nous fait une bonne transition pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions scientifiques ou philosophiques qui te fascinent particulièrement en ce moment, que ce soit dans tes travaux ou juste dans ta vie perso? Oh my God. Bah, de toute façon, moi, j'ai des intérêts restreints, hein, donc ça va être la morale, globalement. Très bon sujet. Mm. D'ailleurs, on raconte ça. Allez, vas-y, une petite anecdote croustillante pour les auditrices et les auditeurs. Ouais. Une fois, on était avec Léo, on était entre potes, on était au moins 20 ou 30, je sais plus, c'était dans un gîte avec des amis de master. Et à un moment, avec Léo, on se baigne et je pense qu'on a discuté de moralité, de philo de la morale, de métaéthique, de psycho de la morale pendant au moins 1 heure. Et à un moment donné, on était au milieu d'un lac comme ça, sur une bouée. On chillait, on vivait notre meilleure life. Et à un moment donné, on entendait des potes à nous qui disaient mais je sais plus ce qu'ils ont dit, mais en mode ouais, les gars, vous pouvez pas arrêter d'être des nerds 2 secondes. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est de la maladie mentale, hein, à ce stade. Mm. Obsessionnel, les gars. Ouais. Bon, bah, alors vas-y, on t'écoute, Léo. Euh, Ouais, donc un truc qui me fascine en ce moment. En fait, le problème, c'est les trucs sur lesquels je travaille en ce moment, ils m'excitent plus. Enfin, vous connaissez ce phénomène qui est casse-couille. Enfin, c'est que les nouveaux projets que t'as pas encore fait qui t'intéressent. Ouais, c'est sûr. Ah, je vois. Mais, Euh, mais ça reste légitime de parler de tes nouveaux projets. Ce qui Ok, t'intéresse et qui t'excite. bah, on Ouais. va dire, en fait, genre, de manière générale, le truc qui m'excite en ce moment, c'est l'émergence, enfin, la convergence récente et indépendante de théories contractualistes en cognition morale. Je pense que D'accord. ouais, tu connais. Enfin, je ferai aussi, of course, mais genre que récemment, il y a eu. Enfin, tu Est-ce sais, que tu t'as peux en plein dire de. 2 mots? Ouais, ouais, évidemment. En gros, ce qui se passe en psychomoral, c'est que les gens, ils faisaient des trucs. Et un jour, il y a eu JB et Jean-Baptiste André et Nicolas Baumard qui ont genre essayé de pousser une théorie contractualiste, donc je vais expliquer ce que ça veut dire après. Et il se trouve que récemment, il y a une convergence avec le BBS récent de Sidney Levine, Eric Hushman et Josh Tenenbaum, là, où eux aussi, genre, ils redécouvrent que ça se trouve, on peut unifier la cognition morale à partir de computations qui sont contractualistes de nature. Donc en gros, voilà, je trouve que c'est un moment excitant de convergence indépendante de deux théories avec un potentiel unificateur de patterns de la psychologie morale qui sont autrement pas unifiés, quoi. Donc contractualisme, tu veux que j'explique peut-être vite fait? En gros, ça Ouais, vient de la vas-y. philosophie morale, hein. C'est juste l'idée que ce qu'on se doit les uns les autres, le contenu des obligations morales, il est déterminé par le contrat l'agreement, ce à quoi on aurait mutuellement, ce sur quoi on serait mutuellement tombé d'accord si on avait négocié auparavant la manière dont on devait se traiter les uns les autres. Donc l'idée la plus fameuse, enfin la plus, comment on dit, La connue plus de célèbre, ça, ouais. ouais, la plus célèbre, c'est Célèbre. c'est le voile d'ignorance de Rawls, que les gens ils connaissent en général. Donc en gros, appliqué aux sociétés modernes, c'est l'idée que les principes de justice
qui ont une force normative, enfin qui devraient organiser la distribution des ressources dans une société moderne, c'est ceux sur lesquels, si on imaginait que tout le monde discutait derrière un voile d'ignorance, c'est-à-dire sans savoir sa position dans la société, les principes sur lesquels tout le monde s'accorderait, alors c'est eux qui ont une force normative et qui définissent les obligations les uns les autres. Donc c'est cette logique du contrat, un peu de comme si on s'était d'abord mis d'accord sur un contrat. Ce contrat hypothétique, en fait, c'est lui qui dicte ce qu'on se doit les uns les autres, même si on n'a pas basé ce contrat, quoi. C'est une vieille, même ça vient de Rousseau et Hobbes à la base, hein. Enfin, c'est très vieux. Et donc, Mais du coup, juste pour... comme ça, c'est clair, comment ça va se venir intégrer les sciences de l'évolution? Comment ils s'emparent un peu de cette philosophie morale pour en faire un projet scientifique? Ok, alors, en fait, il y a plusieurs manières de le dire, mais je pense que la manière la plus simple, c'est, en fait, si tu prends au sérieux les pressions de sélection qui vont s'exercer sur une espèce qui a de la coopération réciproque, c'est-à-dire dans laquelle les individus ont intérêt à coopérer que conditionnellement à ce que les autres coopèrent aussi, donc leur donnent plus de bénéfices que eux, que moi j'ai payé de coûts à coopérer. Alors en fait, la forme du mécanisme cognitif qui va résulter cet environnement dans lequel chacun va investir sélectivement dans les interactions qui leur ramènent plus de bénéfices que de coûts, va ressembler à des interactions contractuelles, en fait. Ça veut dire que personne va s'engager. En fait, dans une espèce à coopération réciproque, tout ce que tu veux, c'est faire en sorte que les autres ne regrettent pas d'avoir coopéré avec toi. Et ne pas regretter d'avoir coopéré avec toi, en fait, c'est exactement ce que quelqu'un demanderait si vous étiez en train de passer un contrat, en fait. Personne va accepter les termes d'un contrat qui les rend worse off par rapport à ce qu'il pourrait avoir otherwise. Donc, en fait, sans avoir la métaphore du contrat, enfin, en fait, le Hmm. contrat, c'est une métaphore, mais la logique de la sélection naturelle produit un organisme cognitif dont on devrait s'attendre à ce qu'il implémente les obligations qui dérivent du contrat qui n'a pas été passé. En gros, le contrat manquant est résolu par l'évolution de la réciprocité, on va dire. Est-ce que tu peux développer pourquoi est-ce que les autres devraient ne pas regretter pourquoi tu devrais t'assurer que les autres ne regrettent pas d'avoir coopéré avec toi? Ouais. C'est quoi les problèmes si jamais ils regrettent? Bah, c'est qu'ils vont arrêter de coopérer avec toi, en fait. En Ouais. gros, tu dois. En gros, dans une espèce avec de la coopération, tu dois juste t'assurer que les gens veulent continuer à coopérer avec toi parce que ça génère des bénéfices énormes. Les surplus de la coopération, c'est la définition de la coopération, c'est qu'on peut générer plus de bénéfices si on fait une action collective que si que chacun fait le truc dans son coin. Or, comme les individus sont sélectionnés pour n'investir dans les interactions que dans les interactions qui leur amènent plus de bénéfices que de coûts, ils vont sélectivement désinvestir dans les interactions qui leur amènent plus de coûts que de bénéfices, et du coup, tu vas avoir une mauvaise réputation au sens de ne pas avoir une capacité à Hmm. attirer les investissements des autres dans les interactions coopératives avec toi, si tu coopères d'une manière qui fait pas que chacun y trouve son compte. En fait, l'idée intuitive, c'est chacun doit y trouver son compte, et le chacun doit y trouver son compte, c'est littéralement l'outcome d'un processus de contracting, si on suivait la métaphore du contrat des philosophes contractualistes, quoi. Hmm. Donc toi, Et ça fait déjà un petit moment que tu défends ça, toi que tu es d'accord avec ça et que tu as bossé dans ce paradigme. Et Ouais. donc tu notes en ce moment un plus gros shift, plus général. En ce Bah, moment, en fait, c'est juste que, en fait, en gros, moi, ce que j'essaie de faire dans tout ce truc-là, c'est, en fait, ça, je pense que tout le monde est d'accord que ça explique bien les intuitions sur la justice distributive, donc comment on doit distribuer les ressources entre les individus, sur la fairness, donc comment, c'est quoi la bonne manière de traiter chaque individu, est-ce qu'il faut des principes impartiaux, est-ce qu'on a des obligations spéciales envers certains, etc. Juste, moi, mon programme, c'est essayer de voir ou de montrer qu'en fait, ça peut expliquer les domaines moraux de la morale tels que la plupart des gens considèrent que c'est pas des domaines qui obéissent à la logique contractualiste. Donc, ça a été le cas avec le puritanisme, qui est le cas le plus classique. Mais en psychologie morale, tu as ce qu'on appelle un débat entre le monisme, c'est-à-dire les gens qui disent que la morale, c'est un seul truc, et les pluralistes, c'est-à-dire les gens qui disent qu'il y a plusieurs mécanismes cognitifs qui ont des fonctions différentes, qui génèrent des intuitions dans des domaines différents. Donc pas que pour la fairness, mais aussi pour la loyauté, l'autorité, la pureté, le care, etc. Donc typiquement, ça c'est John Haidt que je pense vous connaissez,
et que certains sociétaires connaissent. Mais plus récemment, tu as Oliver Scott Curry qui fait une version un peu révisée du pluralisme, basée sur la théorie des jeux, mais en fait, c'est la même chose. C'est l'idée que on a une multiplicité de mécanismes cognitifs avec des fonctions distinctes dans l'évolution humaine qui génèrent une multiplicité de types de jugements moraux à propos de la propriété, de la loyauté, de l'autorité, etc. Et en fait, moi, je pense que la totalité de ces trucs-là peuvent être expliqués par enfin, sont mieux expliqués par une logique contractualiste qui est liée à la nature spécifique des défis adaptatifs qui sont liés à l'évolution de la réciprocité, en fait. Bref, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce- Euh, Parce que, parce que tu switchais justement sur tes projets qui t'excitent beaucoup en Ah ce moment. ouais, en ce moment, je suis sur l'autorité. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est Ah, cool. Ouais, c'est un sujet d'actualité, ça. ouais, ouais. Alors pourquoi est-ce que les Américains soutiennent Trump, hein? Non, mais Qu'est-ce ça, que j'en sais c'est rien. le... En Pourquoi vrai, le ice? Pourquoi le ice? bah, Ice, non, mais j'ai pas de théorie de Ice. En fait, je pense que On te la vraie. taquine, hein, t'inquiète pas. Ouais, ouais, Tout bien va sûr. bien. Non, mais Ils la auront, vraie question de ils auront l'autorité, pas le Greenland. Ils auront pas le Greenland. ouais, ils n'ont pas le. C'est une question de propriété, hein. C'est un autre Mm. module. C'est vrai, Ah, un ça, autre module, bon. C'est le module de la propriété. Euh, Non, mais en gros, il y a deux manières de voir la question de l'autorité. Il y a la question de l'autoritarisme, intuitivement. Donc, comment ça se fait que les gens ils pensent que on doit avoir des leaders forts? Mais il y a une question plus fondamentale qui est l'origine des intuitions morales selon lesquelles il y a des gens qui ont le droit de commander et d'autres qui ont le devoir d'obéir. ouais, Mhm. En fait, ouais. si tu le réduis Ça, c'est fou. à son cœur primitif, euh, au sens cognitif, c'est vraiment ça le puzzle, le mystère de la psychologie morale de l'autorité, c'est comment ça se fait que des fois, l'esprit humain génère l'intuition que tu as le devoir moral, pas seulement de distribuer les ressources d'une manière telle que chacun s'y retrouve, mais aussi de déléguer ton decision making, Ouais. tes capacités de decision making à un autre organisme. Genre, c'est dingue. Ça, je trouve ça fou quand on Donc, y c'est ça le pense. puzzle, genre. Ouais. Euh, Et la première question qu'on mentionnait, la question par exemple des tyrans, en fait, elle est un sous-produit de cette question plus générale. Bah, en fait, c'est une ramification. Ouais. La question de l'autoritarisme, c'est plus une question de la variation culturelle. Il se trouve que dans toutes les sociétés humaines, il y a au moins certains contextes dans lesquels on a l'impression qu'il y a au moins un peu ce devoir d'obéir, mais il y a des sociétés dans lesquelles il s'étend énormément et on donne et les gens pensent que tu as un devoir d'obéir qui est total, même à des leaders qui sont apparemment hyper extractifs. Donc ça, c'est un autre puzzle, mais si on commence par juste le puzzle plus général du domaine moral de l'autorité, c'est d'où elles viennent ces représentations-là, etc. Donc Trop en gros, c'est cool. ça là qui m'excite en ce moment. Milgram, à l'époque, parlait d'état agentif. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. En gros, bah, du coup, j'imagine que c'est un peu. Alors, toi, tu as un niveau encore plus fondamental que Milgram, qui lui se posait à un niveau proximal, pourquoi les gens ils se soumettent à l'autorité, à Ouais. travers ces expériences très connues, dont certaines apparemment répliqueraient pas, mais qui globalement répliqueraient aujourd'hui si on les refaisait. Aurélien, on check Aurélien. Je crois Quel que Moi ça lien j'aime va. direct avec la moi j'aime vérité? bien Milgram, hein. Je pense Je crois que Voilà. ça qu'il va, non? y a des Aurélien... critiques, mais Ouais, je pense que tu peux reproduire le voilà. résultat. Ouais. Ok, Moi, je pensais bon, ça c'est bon. aussi, mais il faut savoir que moi, je m'aligne automatiquement à tout ce que dit Aurélien. Moi aussi. Aurélien aurait dit c'est de la merde, j'aurais dit d'accord. Ça, c'est un biais Donc, d'autorité, Geoffrey. Ça marche pas du tout. Il y a le badge, et il y a le badge open data, open material et ouais, validé c'est par ça. Aurélien, tu vois. Voilà, donc surtout n'allez pas harceler Aurélien de mail ou de DM parce que oui, il a une ligne directe sur la vérité, mais voilà, c'est pas une raison pour venir l'embêter. Allez plutôt voir les LLM. Mais C'est beaucoup plus donc fiable. moi Ouais. à l'époque j'ai lu le livre de Milgram qui est vraiment passionnant. Petit souci, il y a un petit souci d'internet, je crois. Ouais. Vous Ouais, on m'entendez t'a Mais bien? là, retrouvé là. c'est bon de nouveau. Ok, ouais. Non, je sais pas pourquoi là, Internet a fait les siennes. Bref, tout ça pour dire que j'ai lu le bouquin de Milgram à l'époque. Et donc, il fait pas que présenter ses études, il essaye aussi d'expliquer pourquoi les gens se soumettent à l'autorité. Et Hmm. donc, il avait développé un concept qui s'appelle le concept d'état agentif, qui est pour lui, en fait, ce serait une sorte d'état psychologique à un moment où les gens switchent et passent dans un mode où, en fait, ben, tout simplement, tu peux plus faire marche arrière, tu as déjà le pied dans l'engrenage et c'est comme ça. Mais toi, tu te situes à un niveau encore plus fondamental. Euh,
Je pense qu'il y a. Ouais, alors en fait, je suis pas sûr d'avoir compris. Comme tous les trucs de psychologie sociale, j'arrive pas à comprendre. Enfin, en fait, j'ai pas compris le mécanisme. Ah, mais en gros, il semblerait qu'il y ait à un moment donné, quand tu es dans une situation de stress et de soumission, où Ouais, ton cerveau détecterait l'environnement comme étant, c'est un environnement où cette personne-là, elle est socialement admise comme c'est elle qui doit décider. ouais, Et donc, au début, tu montres un petit peu on va dire, tu t'y vas pas à fond, tu es un peu gêné, mais en fait, tu te laisses prendre dans l'engrenage et en fait, ton cerveau, il passerait dans une sorte de mode qui fait que ton agentivité, ton locus interne de causalité, et devient externe et que tout simplement, tu ne fais que suivre les ordres. Ce qui n'est pas une explication en soi, parce qu'il y a la question de pourquoi ça fait ça, oui, qui oui, est du oui. coup, toi, ce qui doit t'intéresser. Et je pense qu'une autre différence, c'est moi, enfin, comme tout le temps en psychologie morale, je m'intéresse pas à expliquer les comportements des gens, donc pourquoi ils font ce qu'ils font, mais à expliquer le jugement moral, c'est-à-dire expliquer pas pourquoi les gens obéissent à l'autorité, mais pourquoi on va juger qu'on a un devoir moral d'obéir. Il y a plein de cas où on obéit alors qu'on n'avait pas le devoir de le faire. Enfin, tu vois, et il y a plein de cas où on désobéit alors qu'on avait le devoir de le faire. Donc moi, je m'intéresse plus à expliquer la logique du jugement d'obligation ou de moral wrongness, enfin d'immoralité. Donc je pense que c'est une autre différence. Mais ouais, voilà, hein. Enfin, Et c'est après, je quoi peux... ton explication? On veut Bah, en ton fait, elle est... explication, Mais Léo. en fait, l'explication, elle est facile. En fait, en gros, non, mais en fait, genre, déjà, juste dans le champ, en fait, cette question, elle se pose dans le débat plus général du pluralisme versus le monisme en psychologie morale. Selon les théories pluralistes, donc que ce soit Haidt ou Curie ou tous les autres, là, le défi adaptatif qui explique les devoirs, la psychologie morale de l'autorité, il est distinct de la réciprocité. C'est celui des hiérarchies de dominance dans les espèces sociales, selon lequel, en gros, quand tu es dans un groupe social dans lequel il y a des asymétries de pouvoir, les gens qui ont moins de pouvoir, les individus qui ont moins de pouvoir, on voit ça chez les chimpanzés, tu vois, ont un intérêt à se soumettre préventivement pour ne pas payer les coûts de l'escalation des conflits sur les ressources avec les dominants qui de toute façon vont les déglinguer, tu vois. Et donc ça, on voit dans plein d'espèces sociales que ça sélectionne une psychologie qui détecte le rang, donc typiquement les mâles alpha et tout, blabla, et qui génère des réponses submissives qui ont l'air d'être superficiellement similaires à la notion de respect de l'autorité chez les humains, tu vois. Euh, mais ça, en fait, ça peut pas marcher. Je peux rentrer dans plein de raisons de pourquoi c'est le cas. Moi, ça me Principalement va, hein. parce que... Quoi? Vas-y, rentre dans les détails, ça me va. Ouais, Ah, bah mais non, tu mais peux, vas-y, vas-y, bah, vas-y. Hmm. principalement parce qu'en fait, ça fait pas de distinction entre l'autorité et la coercition. Enfin, Ouais. genre, la définition de l'obligation morale, c'est le fait que même quand t'es pas contraint de le faire immédiatement, tu as quand même le devoir de le faire, tu vois. Hmm. Et il y a plein de cas où, typiquement, un tyran extractif peut forcer l'obéissance par la coercition comme un mâle alpha comme un gorille, tu vois. Et pourtant, on juge qu'il est extractiviste et que c'est injuste, tu vois Hmm. et qui soumet par coercition injustifiée, tu vois. Et réciproquement, il y a plein de cas où, même si la police, on peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, bah, les citoyens, ils ont quand même le devoir moral d'obéir, même s'il n'y a pas l'incentive immédiat de la coercition, tu vois. Donc c'est évident que c'est pas ça. Bref. Et la raison pour laquelle, enfin, selon moi, le devoir moral obéit, c'est précisément parce qu'il y a il y a un contrat réciproque, en fait, ça reste de la réciprocité, entre les leaders et les followers. Les anthropologues évolutionnistes, en fait, ils disent, enfin, ils parlent pas de morale, mais genre, à travers les sociétés, même dans les sociétés politiquement décentralisées, le leadership, c'est un échange réciproque. C'est genre, il y a un mec qui a plus de connaissances et qui peut coordonner l'action collective. Bon, bah, du coup, en échange du service qu'il nous donne en coordonnant le groupe, bah, on lui donne, nous, on a le devoir en échange de lui donner le decision-making power et souvent aussi des ressources et du statut, des trucs comme ça. Et en fait, si tu regardes la notion même de contractualisme, à la base, c'est une théorie de la légitimité de l'autorité. C'est Rousseau-Hobbes. Enfin, je veux dire, la notion même de contrat réciproque, elle a émergé en philosophie morale sur la question de l'autorité. Donc, enfin, dire que c'est hétérogène au contractualisme, l'autorité, c'est pas complètement aberrant.
Ouais, je m'excite, mais parce que c'est une question que vous m'avez demandé, une question qui m'excite, donc je m'excite. Eh ben, tu Ah, mais t'excites pour de t'as bonnes raison. raisons. C'est Nous, convaincant, on est ça me va. content. Nous, on est content que tu t'excites. Donc c'est la morale est moniste. Pas Avoir les compliqué, mollistes. Hmm. c'est tout, quoi. Et avec ce simple mécanisme, avec cet unique mécanisme, comment tu expliques que on peut en arriver à des sociétés autoritaires? Est-ce que tu arrives à dresser un lien avec cette explication fondamentale et des phénomènes beaucoup plus complexes? Mm. Bah, ça faudrait travailler plus, mais je pense qu'il y a une explication un peu triviale qui est juste que quand les gens y pensent que s'il n'y avait pas d'autorité forte, ça serait le bordel absolu, bah en fait, c'est mutuellement avantageux d'avoir un strong leader, même s'il il se met bien, tu vois, il prend trop pour lui. De toute façon, il n'y a pas d'alternative, en fait, c'est ça ou le chaos. Donc, c'est un contrat mutuellement bénéfique de soumettre, enfin, qu'on ait tous l'obligation morale d'obéir, même à un connard, parce qu'en fait, l'outside option, elle est pire. Donc, en fait, c'est un contrat mutuellement bénéfique, étant donné notre outside option qui est le chaos, tu vois. J'en sais rien. Mais ça serait une version de comment on pourrait déployer l'argument, tu vois. Moi, j'ai pas d'objection à ça. Globalement, ça me semble relativement crédible. Enfin, surtout quand on regarde les sociétés à petite échelle, vu à quel point les questions d'autorité, ça reste fragile et à quel point ça reste vraiment des questions de médiation et où l'avantage mutuel est évident. C'est vrai que dès Et que tu arrives dans des sociétés à grande échelle, tu passes à la monarchie ou des trucs comme ça, là, ça demande un peu plus d'explications, etc. Mais ça reste quand même plausible, quoi, qu'il y ait une idée ouais, de. je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, Hmm, c'est ouais, quand tu regardes l'anthropologie évolutionnaire, c'est là que tu vois très bien que c'est des contrats qui hmm. sont qui peuvent se casser à tout moment. Genre, Ouais. si le leader il commence à faire un peu trop le show, les gens ils arrêtent de lui obéir, ils disent nique ta mère, tu vois. Enfin bref, et ils en choisissent un autre. Enfin, tu as vraiment la logique en plus de partner choice et de réciprocité sur le leadership qui se redéploie, mais juste sur un type d'interaction qui est hiérarchique. Et on s'en fout en fait du type d'interaction. Souvent, la réciprocité, le partner choice, les gens ils le voient comme un truc dyadique sans asymétrie de pouvoir, mais en fait, tu peux le généraliser à tous les settings d'asymétrie entre les agents, quoi. Bref, c'est ça le point. Hmm. Et ça va donner lieu à quoi? Tu vas écrire un article théorique pour essayer de raffiner un peu tout ça? Qu'est-ce que tu veux Non, faire? moratoire. Je fais un moratoire sur tous les articles théoriques. Bon, Euh, Maintenant, on fait des expériences. C'est ça l'objectif. C'est vrai? ah, des C'est un expériences. Ah De objectif ouais. personnel, c'est l'empirique. ça? De Pardon? l'empirique. C'est tu t'es donné ça comme objectif personnel. Ouais, faut arrêter de blablater là, c'est bon. D'accord. Bah, non, mais pour deux raisons. D'abord, parce que scientifiquement, faut faire des expériences. Et deuxièmement, stratégiquement, si je veux un poste de psychologue, Ouais. à un moment donné, il faut que je fasse de la psychologie. Alors, Ça me paraît smart, ça. je vois l'argument pragmatique de il faut que tu aies un poste et qu'il faut que tu fasses des expériences, mais en même temps, je sais pas si vous avez vu passer ce nouveau papier sur comparant la psychologie et l'économie, sur Ouais. la proportion des articles utilisant différentes méthodes et le type d'articles. Et c'est vrai que, et donc, tu as plein de différences entre la psychologie et l'économie. Une différence en économie, c'est qu'ils utilisent beaucoup plus de méthodes avec des tentatives de faire une identification Ah causale ouais. par différentes méthodes, etc. Mais une autre différence qui sautait aux yeux, c'est qu'ils écrivent 5 fois ou 10 fois plus d'articles théoriques que nous. Enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais en psycho, on écrit quasiment jamais des articles théoriques. Et en soi, c'est à pleurer quand même. C'est Et triste que, il y en Hmm. a même pas assez à mon goût. Ah non, mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Il y en a clairement pas assez. C'est sûr. Bon, enfin, Et il y en a fait, je suis d'accord et avec trop ça. d'articles empiriques moisis. Non, mais Hmm. ça, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que la psycho, c'est de la merde. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, je Mais- t'ai perdu, là, je t'ai perdu. Là, on Pardon, est... pardon. Non, Il a non, mais je me glissé, il a considère comme glissé. psychologue, hein. Oui, oui, complètement. Non, mais moi, je suis psychologue, t'inquiète. On te charrie, Léo, t'inquiète. Euh, je suis d'accord. Mais en fait, en ce moment, j'ai une autre fascination qui est tout ce truc de computational cognitive science, là. D'accord, ouais. J'ai un peu une fascination de Josh Tenenbaum et tout. D'où le fait que. Bah, en fait, ce projet avec l'autorité, il est avec Rebecca Sachs et Frédéric Huchman, là. Mm. Tu veux en dire deux mots de ça? Bah, je sais pas, c'est peut-être long. C'est comme vous voulez. Comme tu le sens, vas-y. Si c'est un truc qui te fascine, tu peux développer. Bah, en fait, je pense que maintenant, la psycho-évo, faut arrêter de faire de la psycho-évo un peu à l'ancienne, là, avec des théories verbales.
Tu vois, en gros, la psycho-évo, ils disent tout le temps, ouais, l'esprit, c'est des computations et tout, faut bien faire attention aux computations, c'est quoi le... Ou tu vas nous le- parler de modèles. Bah ouais! Il y a Benoît qui est passé par là. Mais en fait, c'est même pas, t'as même pas besoin d'avoir des trucs compliqués, juste t'écris c'est quoi la computation. Ouais, T'as un petit modèle quantitatif, il n'y a même pas besoin d'être fort en maths, tu vois. ouais. Il y a des gens qui sont forts en maths qui le font en mode vénère, tu vois. Mais t'es même pas obligé de le faire en mode vénère, tu peux juste... Enfin, je sais pas, pour la morale, par exemple, nous, on a une équation, tu vois. Donc ça Mm. va. Pour les hiérarchies de dominance, c'est assez facile aussi, tu vois. Donc en fait, tu peux faire des expériences qui varient paramétriquement dans tes conditions expérimentales, en fait, tu varies Mm. un paramètre qui est Mm, important mm, pour mm. chaque modèle. Et du coup, tu as des prédictions quantitatives qui sont pas juste des prédictions qualitatives de comparaison entre conditions, mais où tu peux assess à quel point le modèle il fit mieux les données expérimentales des participants, tu vois. Et donc, en gros, là, l'idée, c'est de faire ça avec l'autorité. On a commencé à designer des XP où, en gros, tu as des petits scénarios où les gens ils peuvent varier en bargaining power ou en mutual benefit ou en paramètres qui sont sélectivement pertinents pour le contractualisme ou pour les hiérarchies de dominance. Et après, tu peux regarder des trucs comme ça. Quand tu dis les Trop bien. scénarios, c'est quoi? Tu fais lire des vignettes à des gens Ouais, c'est de la ou vignette, hein. Ouais, 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 de c'est toute de la façon, le vignette. psychomoral, ça va être de la vignette. Moi, je suis un grand fan de vignettes. Moi, je suis J'adore la pro vignette. vignette. Je suis Ah pro ouais. vignette. Mm. Les gens, ils Ou méprisent pour les les... vignettes, mais pour des mauvaises raisons. Ouais, ouais, Ah ils non, ont mais non, tort. moi, c'est Ouais. exceptionnel, hein. On fait énormément de choses avec ça. Donc voilà. Super. Ben, est-ce qu'on passe à la deuxième Bah question, ouais, Geoffrey? Qu'est-ce on que tu en peut, ouais. penses? Bah, Mm. peut-être que d'ailleurs tu vas rebondir sur des choses que tu as déjà dites, mais est-ce que tu as appris quelque chose récemment, mais ça peut être soit dans tes centres d'intérêt restreints, donc la moralité, mais ça peut être carrément autre chose sur l'histoire, la socio, ce que tu veux. Un truc que tu as appris il y a pas longtemps et tu t'es dit, waouh, ça c'est incroyable. Putain, je crois que j'ai rien appris. En Mais fait, ça je arrive, hein. Mm. ouais. En fait, je fais que écrire des candidatures en ce moment, donc j'ai une vie T'apprends intellectuelle de plus. merde en fait. Mm. T'apprends plus. Non, qu'est-ce que j'ai appris? Non, mais si, en vrai, j'ai eu cette petite passion, enfin, cette petite fascination computational cognitive science là. Ouais. Et non, récemment, j'étais quand même fasciné par Mais on le savait en fait. Ça fait un petit moment qu'on le savait. Mais je lisais Graeber, Ah oui. de Down of Everything là. Ouais. Ah, j'ai commencé, j'ai jamais fini, j'ai lu Et du coup, peut-être après, je ouais, me suis 20, baladé 20%. dans l'ethnographie, enfin, pas que dans son bouquin et tout, et je suis fasciné par la complexité sociale des chasseurs-cueilleurs. Si tu regardes, en gros, le modèle du. Enfin, on le savait déjà, mais le modèle des sociétés de chasseurs-cueilleurs comme small scale, petite bande égalitaire, en fait, ça marche pas, quoi. Alors que c'est un peu toute la Ouais. psycho-évo, elle est fondée là-dessus. Ouais. Mm. Mm, Du mm. coup, je pense qu'il faut refonder la psycho-évo sur computational cognitive science et Et des euh, vraies données. une meilleure compréhension de l'anthropologie Ouais. évolutionnaire. Ça, Voilà. ça, ça, je suis d'accord, ouais. Ça, Et c'est mon ça, take. ce genre de livre. Alors, c'est Graeber et qui? Il y a un autre. Ben C'est à deux gros. mains. Ouais, Ben voilà. gros. C'est les deux G, dont un, bah, malheureusement, bah, Graeber, qui est décédé. Donc, c'est une œuvre inachevée. Bah, faut le dire, l'ouvrage, je sais pas si tu comptes le finir, il est massif, hein. Toi, tu l'as lu, Aurélien? Je pense que je vais pas le finir. J'ai lu les 100 premières pages et je me suis Ah, arrêté. Mais je compte le ouais, finir bah, un jour. quelque chose comme ça aussi. Mais il est fascinant, ce bouquin. Et il est fascinant de détails. Ouais, ouais. En fait, c'est ça qui est cool. Après, je pense que c'est un peu des idéologues, donc je pense qu'ils essayent un peu de nous vendre des trucs. Donc ça, c'est un peu Je me chiant. suis dit ça. Ouais, Mm. je me suis dit Donc, ça des fois. Ouais. c'est un peu chiant. Du coup, en fait, juste, enfin bref, du coup, ça m'a replongé dans le lire de l'ethnographie Ouais, de ouais. première main. Et bref, c'est dingue. Mais ça, j'ai l'impression, est-ce que tu serais d'accord avec ça, Léo? J'ai l'impression que c'est un souci qu'on voit pas mal chez des psychologues qui utilisent l'évolution, mais c'est un problème moins récurrent chez des gens qui font de l'anthropologie cognitive. Donc, par exemple, quelqu'un comme Boyer qui bosse sur la religion, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu plus au fait des détails ethnographiques Ah oui, que oui. des gens qui font de la psycho. Ah oui, carrément. Mais je pense, en fait, pour les anthropologues, ça a pas. Enfin, en gros, c'est une nouvelle claim. Parce qu'il y a aussi le papier de Manvir avec Luke Glowacki récemment, là, dans Evolution and Human Behavior, où ils disent faites gaffe, en fait, la diversité de la complexité sociale dans les sociétés ancestrales, elle est bien plus forte. Mm. Donc, je pense que c'est juste un point qui arrive dans les sphères qui sont pas les anthropologues évolutionnaires, mais que les anthropologues évolutionnaires, ils savaient depuis super longtemps, tu vois, genre Polly Wissner, Ouais. elle est en mode, mais on n'a rien appris, en fait, les gars.
Ouais, ouais. Donc, enfin, je Ben pense là, que globalement, on n'a tu rien cites appris. Manvir. Manvir, j'ai lu qu'un papier de Manvir, qui est son super papier sur le chamanisme, Ouais. qui est excellent. Et c'est très fouillé au niveau des détails ethnographiques. C'est quelqu'un qui connaît un peu les différences ethnographiques. Ah oui, oui, bah, c'est un anthropologue, de toute façon. Ouais, Clairement, il y ouais. a des différences disciplinaires, hein. Ouais. Bah, l'argument de Manversing de type on sous-estime la complexité des sociétés anciennes parce que, en partie, parce que les sociétés de chasseurs-cueilleurs les plus complexes, c'est des sociétés qui habitaient au bord de la mer ou au bord des Ouais. lacs ou des trucs comme ça, et que les lacs aujourd'hui sont, enfin il y a eu une montée des eaux sur les 50 dernières milliers d'années, et que du coup une bonne partie des civilisations complexes ou des cultures complexes sont en fait sous les eaux. Ça, j'avais pas l'impression que c'était un argument classique ou que les anthropologues en avaient vraiment conscience. Ok. Je sais pas. En fait, il y a des papiers qui montrent que, en fait, quand on dit les chasseurs-cueilleurs, qu'il y a des chasseurs-cueilleurs complexes, en fait, c'est toujours des pêcheurs. Ouais, 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 non, mais ça c'est clair, hein. Donc ça, on le savait, tu vois. En Ouais, fait, c'est pas les chasseurs-cueilleurs qui sont complexes, c'est les pêcheurs-cueilleurs. ouais. Genre, enfin, je sais pas. Même, enfin, il y a des papiers qui regardent, genre, sur la Northwest coast américaine, là. Hmm, En fait, il y a des corrélations, même, je crois, entre à quel point ils rely sur hmm. la pêche et la stratification Ouais, ouais, sociale. ouais, complètement. Ouais, ouais. Hmm. Donc j'ai Mhm. l'impression que c'est des trucs qui étaient... Mais bon, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'était des trucs qui sont pas nouveaux, mais qui arrivent dans le champ des non-spécialistes. Ouais, Euh, ouais. ouais, voilà. Mais ça, c'est un problème plus global dans les sciences que moi, je vois aussi à mon niveau, dans mes propres intérêts de recherche, un manque parfois de connexion entre les disciplines. Ah bah c'est tout le problème, hein. Ouais, les silos, il y a même une science de l'interdisciplinarité. Par exemple, tu as Klein, ou Klein, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui a fait des études empiriques et théoriques sur l'interdisciplinarité et ses effets, ou ses positifs, ou ce qu'elle appelle des disciplinary silos, donc en gros des silos disciplinaires, et à quel point c'est parfois mortifère pour l'évolution du savoir. Oui, oui, bah de toute façon, j'ai l'impression que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment ça, quoi. C'est avoir une science unique entre l'anthropologie, la psychologie et l'évolution, quoi. Mais surtout que dans votre cas, par exemple, ça ferait sens. Mais en fait, d'ailleurs, moi, j'ai souvent, je sais pas pour vous, c'est une question ouverte pour toi et Aurel. Moi, des fois, j'ai l'impression que les sciences, elles se porteraient mieux si elles n'étaient pas comment dire, découpées en disciplines, mais plus en thématiques de recherche, comme par exemple les sciences cognitives ou les sciences affectives. Ou par exemple, moi, je fais des sciences du well-being, et ça mélange de facto beaucoup de psycho, un peu de philo et un peu de neuro. Et ça serait beaucoup mieux si on pouvait découper comme ça. Mais c'est peut-être impossible avec la structure des universités actuelles, je ne sais pas. Ouais, j'ai l'impression que tu as des thèmes en fait, enfin type les études sur les fake news, enfin sur la mésinformation à l'heure actuelle. C'est vraiment un dingue à quel point tu passes d'un sociologue, d'un politiste, d'un psychologue, d'un économiste, et qu'ils écrivent un peu les mêmes choses, quoi. Ils se lisent les uns aux autres. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu une émergence, au moins sur certains thèmes, Ouais, ouais, de sciences sociales un peu ça c'est vrai. interdisciplinaires, où on s'en C'est fiche en vrai. fin de compte si tu es dans des départements de sociaux ou d'éco C'est vrai. ou de psycho, quoi. Mais ça reste un peu marginal et c'est vrai que j'espère qu'effectivement aussi que ça va continuer à grandir dans les prochaines décennies, quoi. Ouais, ouais, bah carrément. Après, en fait, c'est les incentives aussi qui nous tuent. En mode. Enfin, je sais pas, par exemple, à l'IAST, là où je suis, tu vois, c'est hyper en mode, ouais, interdisciplinaire et tout, faut s'organiser par thème et pas par discipline. Et en vrai, c'est super, tu vois. Juste, chacun veut quand même publier en particulier les early career researchers, ils veulent publier dans les journaux de leur discipline pour avoir un Ouais, job, tu vois. Oui, bah normal. Ouais, Donc, ouais. ouais. Ouais, 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 c'est sûr. forcément. Ouais, ouais, carrément. Enfin, moi, je m'en fous d'avoir un papier dans le meilleur journal de sciences politiques, tu vois. Ouais. D'ailleurs, je pense que. Est-ce que tu sais même quel est le meilleur Bah oui, journal c'est sciences po? American Journal of Political Science. Non, mais en plus, Ah, c'est bien. bah, tu vois, moi, j'aurais pas pu. Ok, Moi, je le ouais, sais. ouais. Moi, je le savais pas. Mais ouais. En vrai, ce serait classe. T'en publies un article, je le lis tout de suite. Non, mais Genre, Enfin, en fait, pour moi, ça serait hyper classe, tu vois. Ou genre, Ce pareil, serait tour de American. force. Ce serait un tour de Ouais, non, mais force, ça ça. serait hyper classe. Regardez, Mais les je gars. pense, section cognition du CNRS, ils se disent, c'est quoi ce journal, tu vois. Enfin, ouais, ils se bah, disent, je c'est de suis la merde, d'accord. genre. Alors que le gars soit mieux que tous les autres papiers, genre. Enfin, bref. Ah, ouais, ouais, Hmm. ouais. Ok, eh ben écoute, on va passer à la suite.
Et bah, ça tombe bien, on parlait un peu d'autoritarisme, etc. Et on le sait bien, vu qu'on te connaît un peu personnellement, cher Léo, que tu as un certain rapport aux inégalités sociales, et ça va faire un moment que tu as un rapport aux inégalités sociales. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment c'est devenu quelque chose d'important pour toi? Alors, on précise, hein, pas de promouvoir les inégalités sociales, l'inverse. Le mec, qui fait, moi je veux encore plus d'inégalités J'ai sociales. développé un très fort attachement à l'inégalité. Hmm. Franchement, honnêtement, je me rappelle pas. C'est à quel âge? C'est au collège, c'est au lycée? Waouh, j'en sais rien. Je pense que c'est. Non, je pense que c'est en prépa. C'est après le bac. Je pense que c'est après le bac. Je pense que c'est la prépa BL. Qui est genre une. Enfin, c'est après le bac, j'ai fait une prépa BL. Donc, c'est en gros, c'est une prépa qui mixe un peu plein de sciences sociales, on va dire. Donc, c'est là que j'ai découvert la socio, l'éco, les trucs comme ça. Et je sais pas, ouais, franchement, j'ai vraiment pas de mémoire biographique de ça. J'ai l'impression que c'est un peu un sentiment de la découverte du déterminisme. Tu sais, la crise d'ado Les philosophique. lectures de Bourdieu. Hmm. Ouais, la crise d'ado philosophico-sociologique sur le déterminisme, Ouais, ouais. qui te fait te rendre compte de la contingence de ta position, non seulement dans le monde social, mais à l'échelle de la planète, tu vois. Mm, mm. Euh, Ça crée une sorte de dette. Je me rappelle, c'est Esther Duflo qui disait ça. Que genre, elle, ça lui avait fait. Elle avait un sentiment depuis qu'elle était petite, de dette cosmique envers les gens qui n'avaient pas eu de chance, tu vois. Et Ah, je, c'est et je, beau, c'est je sais pas poétique. ce qui s'est passé. Je sais, enfin, moi, j'ai pas d'épisode comme ça. Mais en tout cas, ça résonne avec la manière dont je pense, enfin, le mécanisme psychologique qui s'est passé chez moi, tu vois. C'est vraiment la chance. Mm, C'est, bah non, mais en fait, ça aurait pu être moi, là, dans la merde, tu vois. Donc mm. Ouais, ouais, ouais. ça crée une dette morale. Le simple fait que ça Mm, aurait pu être mm. moi et que c'est pas moi, ça crée une dette. Donc enfin bref. J'essaye de reverse engineer le mécanisme psychologique, mais j'ai pas d'histoire, j'ai pas de chronique, j'ai pas la chronologie, tu Mm, vois. mm, mm. Euh, Est-ce Mais que c'est oui, encore une... c'est le Est-ce contact que avec c'est les que... sciences sociales. La philo, c'est le contact avec la philosophie morale d'un côté et les sciences sociales de l'autre, je pense, qui ont Et fait un comment truc. ça a évolué un peu ça? Parce que t'as un passé de militant. Je sais pas si actuellement tu milites encore. Vite faire. En fait, les gens, ils croient ça, mais... Moi, je t'ai connu militant. On dira, bon, aussi, on peut dire parti politique, hein. En Oui, vrai, oui, hein. oui, 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 On oui. sait, ça, en fait, c'est trop marrant. C'est pas La caché. fenêtre de Verton a tellement bougé. Et Ouais. c'est qu'aujourd'hui, on est là. Oh là là, il a milité pour Mélenchon. Oui, c'est à gauche, quoi. C'est genre, Ah, bien c'est genre sûr. le mec, c'est pas, il prône pas la révolution et Alors, on moi, n'est je suis pas en train réformiste, hein. de, on n'est pas en train de parler de couper des têtes, tu vois. Et on est là, genre, non, non, on va pas dire, attends, on va pas dire pour qui il militait. Les filles, ils vont pas l'assumer, mais ils sont social-démocrates, hein. C'est la définition de la Ah social-démocratie. bah, c'est complètement. Complètement. Ils sont traités aujourd'hui comme si c'était l'extrême gauche. Mais Ouais. même à l'international, pour la petite anecdote, ce week-end, j'étais avec des amis, dont des Italiens avec qui on faisait un ciné et on se faisait de la bouffe. Et à un moment, on parlait du climat politique en France et ils me disaient, ah oui, et du coup, t'en penses quoi de l'extrême gauche française? Et je lui dis, t'es pas en train de parler de Mélenchon quand même. Il fait, ah si, si, c'est ça, Mélenchon. Bah ouais, non. C'est-à-dire que même à l'international, il y a un peu ce... Enfin, je sais pas, en Ouais, tout cas, chez mais les je Italiens, trouve, il y avait ça. enfin, je sais pas. En fait, je trouve quand même, si tu regardes, enfin, moi, ce qui m'a rassuré, c'est Mamdani à New York. Tu sais, qui vient d'être élu Pourquoi? maire de Ouais, New ouais, York. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bah, en fait, juste les gens ils disent extrême gauche, mais tu vois bien qu'en fait, bah, le Ah mec oui, il parce a que lui aussi, il gagné, est dit, oui, oui. il devient mainstream. Enfin, tu vois, en fait, il y a une possibilité pour la gauche, entre guillemets radicale, même si moi je trouve qu'elle n'est pas du tout radicale, mais juste la gauche, quoi. Enfin, la gauche type LFI, d'avoir un côté mainstream acceptable. Mm, mm, mm. euh, Dans une tel ville ultra riche et ultra éduquée et la plus à gauche, parmi les plus à gauche des Ouais, États-Unis, quoi. enfin, je veux dire, en fait, je pense que enfin, non, là, il y a quand même une forte Donc là, ça y est, on parle politique. On peut parler politique, hein. Ah, Je mais crois qu'on bien peut sûr! parler Ah, mais politique. ah, oui, oui, on peut On est parler parti sur politique. ça. Non, mais en C'est à ça gros, qu'elle sert, cette question. ouais, ouais. Non, mais oui. En fait, je pense que là, quand même, on a atteint un niveau de diabolisation de la France insoumise qui est vraiment hardcore. Et j'espère qu'on va pouvoir s'en Atroce. relever, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Mais en même temps.
ça a l'air de se passer plutôt mieux que les élections précédentes pour l'instant, hein. Dans les sondages, tu vois, normalement Mélenchon il est à 8. Là il est plus haut et il gagne, le mec il gagne 15 points en 3 mois, tu vois. Donc moi C'est j'y quoi un crois. peu ton pronostic là? Moi mon prono c'est second tour, c'est bon. Ouais. Enfin, j'en sais rien. Mais juste, de toute façon là il va y avoir 15 milliards de candidats. Donc dans tous les cas, Hmm. Ouais, mais le... il va pas, on est d'accord, il va pas faire partie de la primaire Ah bah à non, 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 gauche. ça, Ouais, ouais, ça c'est hors de question. Ouais. il n'en a jamais été question. Il est pas fou. De toute façon, il n'y a même pas de primaire à gauche. Donc ça y est, là, vraiment, on parle politique. Je Ouais. disclose mes opinions. Mais vas-y, C'est de la mais merde, la franchement. primaire. Je pense que t'as le droit complètement. C'est de Voilà. la merde, la Toi, primaire. De toute tu façon, peux c'est nous même pas parler la du rôle de primaire de la gauche. l'autoritarisme. C'est la primaire des gens qui sont qui veulent pas choisir entre la gauche Glucksmann et la gauche Mélenchon, à savoir trois personnes en France, IE, Marine Tondelier, François Ruffin et Olivier Faure, tu vois. C'est en gros leur électorat, c'est juste les profs d'SES, quoi, tu vois. Mais juste, À en peu effet, près. pour nous, non mais pour nous, ça À pas peu près. important parce que c'est nos milieux sociaux, c'est littéralement notre milieu social, tu vois. C'est votre milieu social. Oui, pardon. Non, non, en vrai, c'est pas vrai. Mais non, c'est le tien aussi, tu vois. C'est le mien, oui, bah oui, je vais pas Ouais, faire ouais. genre. Bon, je suis un transfuge, quoi. C'est bon, c'est Oui, fini. oui, C'est oui. acté. C'est Mais acté. c'est exactement. Mais je suis proche de mes racines. Oui, oui, oui. Enfin bref, je sais pas pourquoi on parle de ça. Mais parce que, voilà, pour le plaisir de parler politique. Mais ouais, bah, donc du coup, Oui, donc pronostic. Non, ouais. mais en fait, je pense second tour, ça peut le faire. Enfin là, genre, je pense vraiment ça peut le faire. Deuxième tour, ça, on va voir, hein. Ok, ok, très Franchement, bien. Bardella, Mélenchon, ce serait horrible, quoi. Mais bon, euh, Moi, je pense qu'il peut gagner face à Bardella. Enfin, genre. c'est parce que disent les sondages. Même si c'est possible Ouais, qu'il mais fasse mieux je en n'ai vrai que dans les aucune, je n'ai sondages. aucune confiance dans les sondages. Parce que vraiment, Ouais. là, à chaque fois, ils nous font le coup. Le mec, il est 10 points au-dessus à chaque fois, tu vois. Ouais, du coup, on fait quoi, les gars, si Bardella il passe? Qu'est-ce qu'on fait? On verra à ce moment-là. J'ai pas envie de réfléchir à ça, là. Ouais, non, on va pas se déprimer, on va pas se Non, déprimer. mais il faut se mobiliser excenté pour Ouais, que ça n'arrive pas. ouais. Mais toi, du Moi, coup, j'ai un on parlait moment de chaque Ah, semaine. vas-y, Aurel. Chaque semaine, j'ai un moment en me disant, putain, dans 2 ans, peut-être qu'on a un président facho. Et ça me déprime, c'est vraiment. Mais bon, Ouais, c'est comme tout le monde, hein, je pense. C'est rien de très original. je suis bien en Finlande. J'espère qu'ils vont rester comme ça. Je sais pas pourquoi je suis plus optimiste, alors que normalement je suis enfin je suis plutôt Ah ouais, anxieux bah, je suis plutôt anxieux dans la vie, mais là-dessus je suis optimiste, je sais pas pourquoi. t'es optimiste. Bon, c'est bien. C'est l'optimisme de la volonté. Et du coup, on parlait d'inégalité sociale. Toi, t'as un moment, Aurel, parce que toi aussi, ça a été important pour toi, ça. Ouais. T'as eu un moment aussi où t'as été très véhément. Oui, complètement. Bah, à 15 ans, je sais pas pourquoi, mais à 15 ans, je me suis mis à lire Libération tous les jours et, et à me sentir très à gauche. Je Oh là là, savais. libération, Et anarchiste. ouais, non, mais complètement. Ouais, honnêtement, moi j'ai toujours été social-démocrate et pour moi, social-démocrate, c'est plutôt PS. Donc, j'ai pas mal changé d'opinion politique au cours des années, mais j'ai toujours à peu près voté les mêmes choses. Vous voulez Et savoir c'est quoi la première fois que j'ai pu voter? C'était pour des régionales, je crois. Vous savez quel est le parti pour lequel j'ai voté? Je pense que tu as voté un truc genre Parti Pirate, toi, ou genre chasse et N- pêche. Ça aurait pu. Non, non, NPA. NPA. ah, c'est C'est drôle. pas mal ça. Incroyable. Il venait de devenir NPA. C'était le tout début du NPA. Hmm. Ok, Tout premier ok, vote. Tout premier vote. stylé, stylé. Ouais, donc moi qui ai 15 ans, mais je saurais pas trop dire l'élément déclencheur. Et puis ouais, bah, j'ai milité aux jeunesses socialistes entre mes 16 et 18. Mais après, bon, après, je m'en suis quand même pas mal éloigné, même si j'ai toujours continué à voter dans les mêmes eaux, quoi, de toute façon. T'as eu un élément déclencheur, toi, sur l'inégalité sociale? Je sais pas trop, en fait. Je me souviens que à l'époque, encore plus, enfin, vraiment beaucoup plus que maintenant, le fait de voir des sans-abri, vraiment me faisait mal physiquement. Enfin, vraiment, ça Ah ouais, me... ça c'est dur. Surtout quand tu Ouais, vis en région parisienne. ouais, complètement. C'est vraiment horrible. Et donc la souffrance, en fait, des personnes, enfin, que ce soit à la rue ou les personnes défavorisées en général, enfin, ça me semblait juste, enfin, ça me semble toujours scandaleux, en fait, mais ça me semblait à l'époque tellement scandaleux qu'il il fallait faire quelque chose. Et du coup, je pense, que c'est en bonne partie pour ça que je suis devenu militant à 16 ans, quoi. Mhm. Ce qui était jeune, quand même. Je comprenais pas tout non plus au débat et des choses Ouais, comme mais ça. tu vois, moi, ça fait partie des choses que je pense
qui nécessitent pas forcément d'être un érudit ou d'avoir beaucoup de connaissances pour être dans son bon droit. C'est quand même des choses qu'on vit dans son corps, dans ses tripes. Enfin, du coup, pour moi, raconter un peu mon anecdote, moi, je pense que très, très vite, j'ai eu cette conscience-là. Euh, quand je me suis dit, mais pourquoi ma mère, elle se détruit la santé à être femme de ménage? Alors, en fait, à me dire, pourquoi elle se déglingue la santé, elle se levait à 4 heures du matin tous les jours pour faire un métier ingrat ou qui était même pas valorisé socialement, où les gens ne la traitaient pas forcément bien à son boulot, qui était mal payé, qui avait pas d'avantages. Et donc, du coup, ça se répercutait aussi à la maison, beaucoup de stress, de la dépression. Donc, quelqu'un de pas bien dans sa vie et qui devait bosser beaucoup, qui en plus avait les mauvaises habitudes très connues de gens qui ont des métiers difficiles, qui est soit d'être porté sur la boisson, sur la cigarette, ce qui n'est pas tout le temps le cas, hein. On va pas faire des généralités de merde, mais dans son cas, c'était ça. Non, mais Et bien je me sûr. disais, mais pourquoi elle a cette vie-là, alors que tu as des gens, je sais pas, je voyais des potes à moi, ils avaient des parents profs, ils disaient, mais waouh, la différence de vie, c'était tellement saisissant, et ça me faisait énormément de peine de voir Mais ça. gros, mais c'est. Enfin, bon, bref. Enfin, pour moi, la question, c'est comment ne pas être. Faudrait demander aux gens qu'est-ce qui a fait que t'es pas concerné par ce genre d'inégalité aberrante. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, et souvent, mais souvent, en fait, pour ça que aussi la question m'intéressait pour vous deux, parce que c'est un truc dont on n'avait jamais discuté, je crois, de comment Ouais, ça avait c'est pu vrai. naître. Hmm. C'est pourquoi certaines personnes vont développer cette conscience-là, et pourquoi pas. Et pourquoi aussi des gens de mon ancienne classe sociale à moi, pourquoi ces gens-là vont plutôt se réfugier dans le RN aussi. Ça, c'est un truc qui me fascine aussi. Bah Je ouais, bah. comprends pas. Tellement de gens de ma famille que je côtoie ou peu ou de loin, je les vois, c'est devenu des gens très, très RN. Bah ouais, ouais, ouais. Non, bah, de toute façon, c'est la million dollar question de la gauche, hein. Ça, j'aimerais la réponse. J'aimerais qu'on Et- me donne la réponse. Bah ouais, je sais pas, frère. C'est terrible, hein. Faut lire de la socio-électorale, mais même eux, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dupés, hein. J'ai jamais, même quand j'écoute des experts du domaine, j'ai jamais eu de réponse Ouais. qui m'a satisfait en fait. À chaque fois, je me dis, ok, je vois la tentative de réponse, mais ouais, je sais pas. Peut-être qu'on aura quelque chose de satisfaisant un jour. Bon, est-ce qu'on passe à la suite, Aurel? Qu'est-ce que t'en C'est dis? parti. Alors, va être le petit moment actualité scientifique. Alors, du coup, bah, Léo, t'as déjà pas parlé, mais si tu veux, mais tu nous as dit que ce que tu faisais en ce moment, ça ne t'excitait pas. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce qu'on a publié un article récemment? Est-ce qu'on a bossé sur un projet ces dernières semaines? Pour Léo, ça peut être plus que ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez fait et qui vous a intéressé sur ce plan-là ces derniers temps? Bah, je vous laisse commencer parce que moi, j'ai déjà raconté un peu ma vie. Ouais, mais t'as Vas-y, pas parlé de tes Geoffrey. dernières publications. Oh, je Ouais, peux c'est commencer ça. aussi, y a pas de souci, Hmm. hein. Ok, Y a pas de bah, souci. qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ok, donc les trucs pas intéressants. Je dirais qu'il y a trois trucs pas intéressants. Là, je bosse sur. En gros, on finit les révisions, les dernières révisions d'un papier avec Manvir Singh, là. C'est des expés sur les Mentawai. Et ça, c'est Euh, cool. ouais, ouais, non, en vrai, c'est marrant. Enfin, c'est des experts sur la psychologie de la punition, on va dire, sur les intuitions Mhm. de justice punitive Mentawai versus US. Et bref, là, il est quasi accepté, il est en minor révision à Psych Science, du coup, c'est trop cool. Les Euh, Mentawai, donc c'est Asie Oh, du waouh. Sud-Est. ouais, C'est quel pays déjà? Indonésie. Indonésie, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est l'île de Sibérut. Mhm. C'est dans l'archipel du. En fait, c'est l'archipel Mentawai, ça s'appelle. Ah oui, cool. Et bref, donc en fait, c'est une certaine partie des Mentawai. Bref, on s'en fout. Donc il y a ça. Donc en gros, là, je réponds aux reviewers sur les derniers trucs. Ils cassent un peu les couilles, mais ça va. Donc il y a ça. Après, il y a avec mon étudiant Grégory Fiorillo. Je sais pas si vous le connaissez, mais il est excellent. Mhm. Ah, il faut absolument faut aller le checker, hein. C'est vrai, trop cool. Super, ouais, ouais, Hmm. bien sûr. Donc là, on essaie de finir deux papiers qui sont les deux premiers papiers de sa thèse. Donc il y en a un, c'est en gros, on a codé, donc c'est du coding ethnographique sur genre, donc on a pris quatre sociétés. En fait, il y a un grand débat en anthropologie et psychologie de la punition sur est-ce que le third party punishment, c'est-à-dire la disposition à punir les violations morales dont tu n'es pas la victime toi-même, c'est quelque chose qui a été prévalent dans Mhm. l'évolution humaine et qui Ça, a c'est Ouais. intéressant. stabilisé la coopération humaine.
Et bref, il y a un débat. En gros, il y a des données qui suggèrent que oui. Non, enfin, il y a Sarah Matthew qui dit que chez les Turkana, c'est le cas. Et récemment, avec Manvir, on a publié des papiers pour dire non. Mhm. Et là, du coup, on reprend le débat entre réciprocité dyadique versus third party punishment sur quatre nouvelles sociétés dont on a pris genre je pense Aurel, tu connais, genre vraiment, tu sais, des trucs d'anthropologues légaux qui te listent plein de cas Ouais, euh, ouais, ça c'est trop violation bien. morale, etc. Donc, on a pris les trucs les plus massifs qu'on peut avoir là-dessus. Et du coup, on a genre 300 transgressions en tout sur quatre sociétés et Trop on cool. a tout codé. Et en Oh, waouh. fait, contrairement à tout ce que j'ai dit avant, il y a du third party punishment. Oh, voilà! Vous voyez, mais c'est Trop ça la bien. science. Mais C'est c'est ça plus la compliqué que science. ça. Non, mais là, je dis la Vas-y. version pour que ce soit sensationnel et marrant, mais en vrai, c'est plus Ok, compliqué que ça. Mais enfin, d'accord. ça marche toujours pas avec les modèles de Boyd et tout, genre, c'est sûr que c'est pas ça. Mais en gros, il y a beaucoup plus d'institutions type Ostrom, Mhm. où les gens s'organisent pour avoir des gens qui punissent, mais c'est pas un côté tout le monde et tous les individus dans la société Mhm. veulent, enfin, tu vois, sont des moralistic enforcers, genre supportent pas dès qu'il y a une violation de morale et de manière un peu durkheimienne veulent enforce les normes du groupe, tu vois, ça Ouais. reste faux. Mais bref. Donc voilà, il y a ça. Et sinon, on a fait aussi des expés Donc du ça training. va, c'est en écriture, c'est ça? Ouais, on va le soumettre bientôt là. Ok. Euh, et le troisième truc qu'on va soumettre, c'est bientôt aussi, c'est un truc sur, pareil, c'est une survey HRAF, donc ethnographic coding dans 60 sociétés sur la justice compensatoire et des expés sur la convergence interculturelle des institutions sur la justice compensatoire, en gros. Mais moi je trouve ça C'est tout ça très prolifique, ça. excitant, hein. Mais Ouais, grave, Je non, non, comprends que t'en aies c'est bien. marre, hyper mais c'est excitant. cool. Ouais. Et très prolifique. Et d'ailleurs, Léo est très modeste, mais il publie toujours souvent dans des très grosses revues. Non, non, ça reste du bullshit globalement, mais faut bien manger, hein. Ça reste du bullshit. Ah, il faut bien mériter son salaire, hein. Ouais, c'est ça. Alors toi, t'as coécrit quoi comme bullshit récemment, Geoffrey? Ah bah là, on coécrit beaucoup de bullshit. Ah, coécrire. Voilà, il y a quelqu'un qui bosse, qui contribue dans les personnes qui sont censées contribuer avec moi. Mais non, bah, pas trop de grosses news depuis la dernière fois. Ma collecte de données aux US là, et les hypothèses que j'ai testées qui étaient basées sur ce que j'avais théorisé, comme je l'avais dit la dernière fois, vraiment super là pour le projet européen. Là, je vais collecter des données dans une ville en Finlande parce que j'ai réussi à faire une collaboration avec le conseil municipal. Et en fait, eux, ils sont super contents d'avoir des données pour eux, que ce soit sur le bien-être ou les infrastructures urbaines. Et moi, ça me fait des données pour tester mes hypothèses. Donc, tout le monde est gagnant, voire même eux plus que moi. Mais globalement, c'est vraiment du win-win. Et donc, je bosse avec une doctorante qui m'a fait, soit qui m'a trouvé les échelles validées, de mesures validées en finnois, soit qui me les a traduites elle-même. Elle a fait du super taf. Donc là, on a trop hâte de commencer la collecte de données. Et sinon, bah, la dernière fois, j'avais dit que, donc ça, j'étais hyper content. C'est un super journal dans mon champ, le Journal of Happiness Studies. Et avec Florian Kova, on a réussi à publier un papier qui s'appelle The Overlooked Dimension of Meaning in Life, Self-Transcendence, et The Importance of Having a Positive Impact on Others. C'est pas ça le titre exact, mais c'est l'idée, quoi. Et en gros, on défend avec études à l'appui quantitative que l'expérience psychologique de Meaning in Life, c'est pas juste aussi avoir un but dans sa vie, une direction, c'est aussi avoir le sentiment que ce but-là a un impact positif sur les autres. D'ailleurs, Léo, un jour, il faudrait qu'on en parle, parce que j'ai écrit deux, trois trucs un peu évo dessus qui se connectent à tout ce qui est coopération. Donc, peut-être un Bah jour, ouais, j'en ferai j'imagine. quelque chose. Mais en tout cas, le papier a été très bien reçu et j'ai eu un mail la semaine dernière je ne sais pas si vous connaissez ce magazine, The New Scientist. Je sais pas Ah, si mais ça vous c'est hyper parle. connu ça, non? Et ben, j'ai un journaliste qui m'a contacté pour me dire, ah ben on a vu votre papier là, on a envie de faire un article dessus, et du coup j'ai fait l'interview mercredi dernier. Ah, Ah bah trop Donc je cool, sais hein. pas, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas l'interview s'est super bien passée. Donc bon voilà, il y a quelque chose qui devrait sortir dans The New Scientist sur ce papier bientôt. Voilà, Ah, trop chouette, c'est hein. mon actu. Trop stylé. Trop Trop stylé. stylé. Hmm. Ouais, j'étais content, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et toi, Aurel? Aurel, Hmm.
Pas énormément d'actu. Bon, le dernier enregistrement en fait de l'émission, c'était il y a 2 semaines. Donc en 2 semaines, il n'y a pas eu des changements non plus Mais si, tu vas sauver monstrueux. la science bientôt. Ouais, tout à Encore. fait. Tu vas Non, mais encore j'ai sauver la continué à science. écrire sur les méta-analyses et comment améliorer tout ça. Ouais. Sinon, pas mal d'enseignements. Et hier, j'ai fait les journées portes ouvertes de Nantes Université, ce qui est la première fois que je le faisais en tant que maître de conférence. Et c'était cool. J'ai parlé avec plein de parents et d'enfants enfin, de lycéens Ouais. sur les études de psychologie. Et ça, c'était cool. Trop bien. Hmm. Et du coup, les méta-analyses, enfin, parce que moi, je me pose cette question régulièrement. Ça vaut quelque chose ou pas? Bah, donc, moi j'aime bien les métallalistes quand même, mais ce qu'on défend dans l'article qu'on est en train d'écrire, c'est que en fait, je sais pas si j'en ai déjà parlé une autre fois, mais c'est qu'en fait, au minimum, en fait, il faudrait faire à côté de la méta-analyse, ce qu'on appelle, enfin, ce que un psychologue des années 80-90 qui s'appelle Bob Slavin défendait comme la best evidence synthesis, donc la synthèse des meilleures preuves, où en fait, tu dois au minimum te demander, OK, quels sont les meilleurs articles qui ont été publiés sur Ouais. notre question de recherche et est-ce que ces quelques articles étaient déjà suffisamment bons pour Hmm. répondre à la question par eux-mêmes en fait? Est-ce qu'ils Ok. avaient suffisamment fait attention à la validité interne, externe, etc., la validité construite, tout ça? Et est-ce qu'ils avaient des échantillons suffisants? Est-ce qu'ils donnaient déjà une réponse? Et est-ce que cette réponse c'est la même ou une réponse différente que celle que donnent les méta-analyses, enfin la méta-analyse en fait globale? Parce qu'en Intéressant. fait, globalement, l'idée qu'on défend, c'est que si tu fais une synthèse avec des dizaines d'articles, mais où tous les articles sont complètement pourris, Bah oui. il n'y a pas de raison, en fin de compte, enfin, l'espoir de Glass dans les années 70, quand il a proposé ça, c'était que si tu faisais une méta-analyse d'à peu près de plein d'études biaisées, en fin de compte, les biais se compenseraient et que tu finirais par trouver la vérité malgré tout ça. Et en fin de compte, pour pas mal de raisons, c'est pas forcément du tout crédible. Et Ok. donc, du coup, on défend l'idée que, au minimum, pour moi, ça reste une bonne idée de faire une méta-analyse, mais il faut quand même se demander qu'est-ce qui se passerait si on compare la méta-analyse aux meilleures études possibles et Ok. existantes sur le sujet. Ok. Donc l'idée, c'est pas de restreindre ta méta-analyse aux meilleures études. C'est de faire une méta-analyse standard. Tu prends tout, même si c'est de la merde, et tu regardes si le résultat il est concordant avec les meilleures études. Bah, pour moi, en fait, c'est plutôt une question de robustesse, hein. C'est en Ok. théorie, le fait de te concentrer sur les meilleures études. Ça devrait te donner idéalement, ça devrait une réponse comparable au fait de prendre les meilleures Ouais. études, enfin Hmm. faire une méta-analyse, mettons, assez stricte avec les 10-15 meilleures études, et ça devrait idéalement te donner une réponse à peu C'est près un niveau de concordante preuve avec. supplémentaire. Ouais, Hmm. c'est ça. Et si tu as des vraies grosses discordances entre ce que disent les trois meilleures études sur le sujet et ce que te dit ta méta-analyse, c'est qu'il y a un problème quelque part et il faut chercher à résoudre le problème. Ok. Et tout ce qui est genre. Parce que. Ouais, ok. Et parce que, juste, tous les trucs de biais de publication, là, Hmm. ça, c'est bon? On sait le gérer ou pas? Non, on ne sait pas le gérer. Il n'y a Ok. aucune technique de correction qui permet de gérer D'accord. de Parce que façon les gens, ils font parfaitement des trucs. satisfaisante. Les gens, ils font des trucs, mais ils nous en fument. Bah, c'est mieux de faire les corrections que de ne pas les faire, hein, mais on a quand même pas mal d'études de métasciences sur le sujet qui montrent qu'aucune des techniques de correction fonctionne parfaitement, Parce quoi. Oui, qu'il y a puis le j'imagine concordant. ces corrections-là, au niveau technique, c'est du bidouillage, en fait, c'est du bricolage. C'est juste, on essaye d'imaginer à quel point ça aurait un impact sur les tailles des faits et on corrige en fonction, c'est ça? C'est un peu au doigt mouillé, au final. C'est un peu du doigt mouillé. Après, c'est juste, tu essaies de reconstituer la distribution des tailles d'effets qui auraient dû se produire si jamais tu n'avais pas tout censuré, si tu n'avais pas tout gardé Ouais, ok. uniquement les résultats Ouais, c'est un significatifs. peu plus technique que du doigt mouillé. C'est quand même un peu plus technique que du doigt mouillé, mais ça marche pas parfaitement, quoi. Ouais. Et ça a tendance à. Je veux dire, il y a une direction dans laquelle ça marche pas. Enfin, je veux dire, c'est souvent que ça surestime quand même l'effet final malgré la correction. Ou au contraire, ça peut aller dans l'autre sens, où il n'y a pas de direction. C'est souvent qu'il y a beaucoup de bruit. C'est que ça, en moyenne, enfin bref, les résultats sont un peu compliqués, mais l'idée c'est que souvent ça corrige pas assez, effectivement. Ok. Et dans tous les cas, ça reste extrêmement, enfin, bruité dans la reconstitution des vrais effets. Ok.
Mais il faudrait que je me replonge un peu dans cette littérature parce que c'est vrai que nous, c'est un peu une question qui est un peu indépendante en fait, parce que on s'intéresse aux biais de publication, bien sûr, mais pas uniquement à ça. Enfin, on s'intéresse à tous les Ouais. types de biais possibles et d'erreurs dans la mesure, ou dans la Avant de validité passer interne, au externe, reco etc. Hmm. culturel, j'ai une question un peu connexe liée à ça. Parce que moi, dans ma pratique quotidienne, moi, je suis très friand de mesures. C'est un truc moi, qui me passionne beaucoup, de mesurer des trucs en psycho. Je trouve ça fascinant. J'adore essayer de créer des mesures pour le faire, voire même tester des mesures existantes. Et il y a un truc que j'ai remarqué depuis plusieurs années déjà, des fois, quand je teste la structure factorielle de certaines mesures très classiques utilisées, que ce soit en psycho ou sciences politiques, des fois je trouve que la mesure, elle est nulle à chier, en gros. Je ne retrouve pas du tout les mêmes dimensions que ce qu'ils ont théorisé. C'est catastrophique. Les fit index du modèle sont mauvais. Euh, et donc, du coup, ça impacte si tu veux faire une math-analyse, je sais pas moi, sur par exemple, bon, c'est trop grossier dit comme ça, mais pour simplifier, je sais pas moi, l'impact de telle pratique pédagogique sur le bien-être, au pif, bah, si tes mesures de bien-être, elles sont nulles, au final, ta méta-analyse, elle est un peu nulle aussi. Euh, Toi, en tant que sauveur de la science, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire et à quel point c'est vraiment catastrophique? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crise de la validité des mesures? Alors, je suis pas encore, pour l'instant, pas encore un sauveur des analyses factorielles. Non, non, mais en vrai, je sais pas, j'ai pas de lumière à donner Parce que sur ça. pour donner un Hmm. exemple très concret, après on passe vite à la suite. En gros, je travaille sur un projet annexe avec Franck Martella. Il profite du fait que moi je collecte des données pour faire ça, où en gros on essaie de refaire on essaie de faire une bonne étude de sens de safety. À quel point tu te sens safe dans ta vie, ou à quel point au contraire ce sentiment de sécurité il est en danger. Et donc, on teste ça avec des mesures classiques de besoins psychologiques fondamentaux qui sont censés être très bien connus, qui sont le besoin de compétences, d'autonomie et de relations avec les autres, qui viennent de la Self-Determination Theory de Ryan Hidesi. Et en fait, j'ai fait un truc très simple à un moment donné, c'est que j'ai testé un modèle à 4 facteurs avec safety d'un côté et les trois d'un autre côté. Et les fit index, en gros, enfin, montraient que le modèle était bien, mais pas ouf ouf. Et je me suis dit, ah, ça vient peut-être du fait que c'est des nouveaux items, on essaie de faire une nouvelle mesure avec Franck. Et en fait, ces mesures à lui étaient très très bonnes, mais en interne, les différents items qui étaient censés mesurer, moi je sais pas, l'autonomie et la relation, en fait, ils avaient tendance un peu à se mélanger sur des facteurs un peu partout. Ce Mhm. qui veut dire que potentiellement, la structure, la distinction qui est censée être opérante entre tous ces différents items et comment ils sont censés bien mesurer les choses n'était pas terrible, terrible. Ça semble potentiellement problématique, mais non, mais j'ai- dans l'absolu, j'ai pas de réponse Bon, par bah, rapport à tout ça. c'est Mais pas grave, mais je suis sûr que tu l'auras un jour. On peut passer hmm, Et du au coup, ça recours Geoffrey, marche. pardon, culturel. Oui, vas-y, vas-y. du coup, en fait, toi, des fois, genre, tu prends des scales qui existent et tu retestes Ouais, si elles sont consistantes et c'est pas le cas, genre. ouais, c'est ça. Elles sont pas terribles. Bah, je te donne un exemple tout bête pour un projet annexe que je fais avec une équipe du CNRS, qui est l'équipe de la MITI, qui bosse sur, en gros, c'est pas une équipe de recherche, c'est une équipe qui est censée favoriser l'interdisciplinarité au CNRS. Et donc, j'avais commencé un postdoc avec eux, et un des projets, c'était d'étudier un peu les différences de bien-être, de personnalité, en fait, de tout un tas de trucs chez les chercheurs interdisciplinaires et chercheuses interdisciplinaires versus moins interdisciplinaires, et même de créer une mesure de à quel point les chercheurs ils peuvent se considérer comme interdisciplinaires ou pas. Et donc, on a utilisé des échelles de, par exemple, de bien-être au travail ou de sens au travail. Et ces échelles, elles étaient censées, par exemple, avoir 3 et 4 facteurs différents, 4 dimensions différentes, avec des items bien précis pour chacune des dimensions. Et j'étais pas obligé de le retester, mais juste pour le kiff, j'ai exploré un peu l'analyse factorielle de ces éléments-là et j'ai fait, waouh, c'est en fait, par exemple, pour le truc de sens au travail, ça me suggérait que 3 dimensions étaient mieux. Donc, potentiellement, une des 4 dimensions, donc une des mesures, potentiellement sert à rien ou on sait pas trop ce qu'elle mesure, quoi. Donc ouais, des fois, je m'amuse à ça, quoi, que c'est possible ou que c'est intéressant à faire. Bah oui, non, mais c'est important, carrément. Et du coup, voilà, ça fait plusieurs fois que je note ça et je me dis, mais est-ce que c'est un problème bien connu? Est-ce que... Moi, je sais pas. Voilà, à explorer. Suite au prochain épisode.
Allez, c'est parti pour une collaboration sur les pratiques douteuses dans la mesure des psychologies. C'est parti. Non, mais en tout cas, je me permets le take maintenant. On verra si c'est vrai. Enfin, il faudra explorer, mais je pense que beaucoup de mesures qu'on estime soi-disant validées sont en fait très très loin d'être validées. Mais c'est peut-être même un truisme de dire ça en psycho et sûrement plein de Hmm. psychologues seraient d'accord avec ça. Je ne sais pas. Ouais, faudrait que je retrouve les articles de Jessica Flake qui étaient connus par rapport à ça ou Echo Fried. Je pense qu'ils ont Ah publié pas ouais? mal Ah ben d'articles sur ces ça questions-là. m'intéresserait si Je tu nous en t'enverrai parles. ça après. Ouais, Ouais, ça ouais. m'intéresserait, Hmm. ouais. Eh ben, on se fait Ah, une petite reco culturelle et pour clore l'épisode? bah oui, c'est parti. Tu veux commencer, Bah, Aurel? alors, reco culturel, qu'est-ce qui m'a plu ces derniers temps? Alors, je pense qu'en fait, je suis toujours dans Proust, mais une reco culturelle que j'ai pas encore faite et qui m'a animé depuis les 12 derniers mois, c'est Brandon Sanderson. Donc, c'est un auteur de fantasy que j'adore, enfin, qui est vraiment très très fort. Donc, il y a un univers où globalement, c'est plusieurs dieux dans différentes planètes qui essaient plus ou moins de maintenir un équilibre. Et c'est toujours... bon, ça, c'est son univers global. Et ensuite, il est très très fort pour prendre quelques personnages qui tentent de gérer en fait ces problèmes. À la fois les problèmes de rapport aux dieux, mais juste faire des révolutions. Donc c'est un univers plutôt médiéval, même s'il a publié des trucs un peu plus révolution industrielle dans d'autres livres. Et par exemple, bon, Fils de brume, c'est une super trilogie, enfin c'est deux trilogies, non, pas vraiment, mais c'est plus ou moins ça, autour de une jeune femme qui découvre bon, qu'elle a des pouvoirs magiques et qui en fait est recrutée par un groupe de un petit peu de malfrats qui tentent de faire une révolution et de renverser le régime en place. Et c'est un peu un livre de heist movie, type Ocean Eleven, enfin type on essaie de faire un casse dans un endroit hyper protégé. Et eux, ce qu'ils essayent, c'est de voler la richesse du tyran en place. Et c'est globalement tous ces livres sont vraiment hyper bien. C'est toujours hyper fouillé dans les personnages. Et puis ça se lit, ça se lit trop rapidement. Voilà, donc Brandon Sanderson pour moi. Qu'est-ce Ok, que super. qu'est-ce que vous auriez comme recours? Mais je vais la faire comme ça, on laisse la parole au chef, on lui laisse la parole de la fin. Et j'ai un peu honte parce que la dernière fois où j'ai fait ma reco culturelle, en fait, j'ai carrément oublié de mentionner un livre que j'avais lu il y a pas longtemps avant, j'ai juste pas pensé, qui est incroyable, qui s'appelle, enfin que moi, qui m'a en tout cas marqué, que j'ai trouvé incroyable, qui s'appelle Jacaranda, d'un auteur qui s'appelle Gaël Faye, qui est apparemment aussi un rappeur. Bon, j'ai jamais écouté ce qu'il fait. Ah bah oui, très connu. Ah, tu le connais? Ah, Bah, je crois que, enfin, non, tu mais connais son rap? non, je ne connais rien de son œuvre en général, mais je sais que c'est connu. Bah, sans doute. En tout cas, voilà, je l'ai connu via recommandation sur Internet. Et donc, j'ai lu ce Jacaranda. Alors, les gens, s'ils écoutent les recos culturels, ils vont se dire, putain, il casse les couilles. À chaque fois, il vient nous parler de trucs lourds, d'inceste, de guerre, de machin. Bah, désolé, c'est encore un truc. Ouais, c'est du génocide, non? Non, Ouais, ouais, ouais. génocide Ouais, ouais, carrément. tout à fait. En gros, il raconte l'histoire d'un gamin qui vit à Versailles avec ses parents. Son père est français et sa mère, elle est rwandaise. Et elle a un comportement assez bizarre, assez distante émotionnellement, et elle veut jamais parler de sa vie. Elle est très réservée. Et un jour, elle lui dit, tiens, est-ce que tu veux venir avec moi au Rwanda? Je vais aller voir ma famille. Ça faisait quelque chose comme 20 ans qu'elle n'avait pas été dans son pays, voir sa famille. Donc lui, il dit, bah ok, vas-y. Et en fait, à travers les yeux de cet enfant, de cet ado, il va redécouvrir sa vie de famille, la vie de sa famille du côté Rwanda. Et en fait, il va découvrir un frère caché qui a vécu le génocide. Il va découvrir les traumatismes de sa mère. Il va découvrir tout un autre univers. Et donc, en fait, on découvre le génocide du Rwanda, des Tutsis par les Hutus, via ses yeux, en fait. Et comment il découvre peu à peu ça. Et donc, il y a le prétexte il fait des études de droit et il veut faire son master de droit, du coup, sur comment, par exemple, légalement, et ça, c'était fascinant, on apprend même plein de trucs en le lisant, comment au Rwanda, il y avait une question très oppressante là-bas qui était euh, il faut que quand même justice soit rendue parce que les génocidaires vivaient à côté de potentiellement de leurs victimes, en fait. Dans les villages, tu avais un village,
Ton Waouh. voisin, c'est le mec qui avait potentiellement tué ta famille. Non. Et les gens vivaient comme ça. Donc il y avait énormément de gens à juger. Et donc il a fallu mettre au point un système légal et judiciaire très complexe, mais en même temps assez flexible, pour que, par exemple, tu puisses faire des tribunaux populaires dans les villages qui rendent officiellement justice, mais avec un minimum de structure. Putain, ça a l'air Et donc, passionnant. c'est Ça a l'air passionnant, très c'est cool, passionnant. ouais. Et horrible. Mm. Mais Et horrible. Et du coup, voilà, je mets quand même un trigger warning. Il y a des moments de légèreté, et il y a aussi des moments très lourds et aussi des moments très existentiels et psychologiques, parce que par exemple, quand il découvre son frère caché, c'est quelqu'un qui a failli mourir, qui a vu sa famille mourir, qui a été sauvé in extremis, il y a des génocidaires repentis. Tu vois comment les gens gèrent leur trauma, en général très mal, mais c'est normal. Et voilà, donc je recommande énormément Jacaranda. waouh. Bah, si j'ai l'énergie mentale, franchement, ça donne envie. Enfin, Ça se lit, en vrai, ça se lit assez bien. Mais t'es pas vraiment déprimé en le lisant, il y a quand oui, même une c'est pas. légèreté Ok, qui ouais, fait. ouais. Ok, ouais, ouais, intéressant. T'as pas envie de te tirer une balle. Allez, et toi, Léo? Ok, Une reco? qu'est-ce que j'ai kiffé dernièrement? Ah, mais j'ai regardé, mais ça, je pense que les gens ils connaissent, mais j'ai regardé Succession. Vous avez vu ou pas? Ah, j'ai entendu C'est un plein de gens en parler. classique, mais C'est de j'ai la jamais vu. bombe Non. atomique. Oh là Ah là. ouais, C'est à ce bien? Ah point? ouais, ouais, ouais. Bah, en gros, c'est un mania de la presse américaine. Je pense que je crois que c'est explicitement mirrored sur Murdoch, Robert Ok. Murdoch. Hmm. Et genre, c'est le mec qui détient. En gros, juste tu vis dans la vie de milliardaire. T'es vraiment dans la vie du capital. Ok. Ah ouais, Avec ouais, des je intrigues comprends la familiales. fascination. En gros, les intrigues principales, c'est quand même les intrigues familiales sur qui va reprendre le business après le père. Le père étant genre un businessman qui a fait fortune en partant de rien, tu vois, et qui maintenant est genre un des mecs les plus puissants du monde, tu vois, genre. Euh, et, et il se trouve que par ailleurs, c'est un peu un pervers narcissique, en mode, même Hmm. avec ses propres enfants, tu vois, en mode, en gros, tout le truc, c'est il dit, vas-y, ça va être toi, et en fait, ça va pas être toi, etc. Bref. Ah D'accord. ouais. Donc Et, tu vois des sociopathes en fait. en fait, voilà, t'es dans un Ouais, monde de ouais, sociopathes. T'es ouais, dans un ouais. monde de sociopathes. Enfin, le Mais, capitalisme classique. ah, ouais, non, mais c'est avant, là, c'est le capitalisme sans foi ni loi, tu vois. Et vraiment avec des gens qui. Enfin, c'est des mental disorders, les personnages, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est trop bien fait. Genre, c'est franchement incroyable. J'en ai déjà pas mal entendu parler de nom, mais personne m'avait vendu le pitch. J'avoue que ça fait Ouais. envie, hein. Non, non, mais pareil. Et les Franchement, acteurs, ils sont. ça Ah donne ouais, envie. ouais, En fait, les acteurs, ils ouais. sont trop bons. Enfin, en fait, ouais. Même indépendamment du thème et de trucs, je trouve que c'est trop bien fait. Ouais, Mais, ouais. ouais, voilà. Et du coup, est-ce que ça rend pas un peu cynique quand tu vois ça? Je sais même pas parce que ça paraît tellement délirant. Enfin, après, peut-être c'est vraiment comme ça que ça se passe, tu vois, j'en sais rien. Ouais. Tu penses qu'il y a un côté réaliste dans la série ou c'est juste En poussé à fait, j'en sais l'extrême? rien. En fait, j'ai tellement pas d'informations sur ce monde. Enfin, tu vois, on a tellement Ouais. pas d'informations sur ce monde des ultra milliardaires comme ça que tu t'en sais rien, tu vois. Et T'imagines, il faudrait un truc comme ça sur la famille Bolloré. J'aimerais trop voir comment ça se passe. ouais, 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 bah peut-être, hein, peut-être c'est ça, hein. Mais non, mais là, c'est un monde, s'il y a absolument pas de coopération, il se passe quoi, tu vois. Genre, c'est vraiment ça change. Et Ok, super, super reco. Pas de coopération, mais des milliards d'euros dans le compte en banque. ouais, c'est Donc ça ça. fait Enfin, des. je veux dire, pas de Mm. contrat, justement, tu vois. Enfin, genre, Ouais, que de la coopération de très court terme quand les intérêts des individus sont immédiatement alignés. ouais, Et dès que les d'accord. intérêts sont plus immédiatement alignés, Hmm. alors il n'y a plus aucune chose qui te bind, enfin, t'oblige si tes incentives sont pas immédiatement contre D'accord. l'autre. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, complètement. Mm. Et c'est un peu, c'est extrêmement. Enfin, c'est vraiment littéralement un monde de psychopathes. Mais les personnages sont quand même attachants. Enfin, genre, ils arrivent, genre, les personnages sont quand même attachants, tu vois. C'est ça qui est. Enfin, bref, j'ai trouvé que c'était dingue. Trop cool. Super reco. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Mais ça, c'était plus avant. J'avais kiffé Sévrance aussi. Mais ça, tout le monde, pareil, tout le monde avait kiffé. Tu sais quoi, je vais faire un contrepoint comme ça on pourra clore là-dessus. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas trop kiffé Severance. Mais gros, comment est-ce possible? Ok, vas-y, je fais mon hot take. On va finir sur Vas-y. une hot take. Ouais, ouais, En ouais. gros, en gros, moi, je pense que cette série souffre de ce que j'appelle le syndrome Lost. Donc, c'est moi qui le développe. C'est mon petit Vas-y, truc que vas-y, j'ai vas-y. développé. Je pense qu'en fait, j'adore le concept. Le concept est hyper intelligent, c'est hyper Ouais, ouais. smart, c'est grave passionnant. Je kiffe. Mais je me suis dit, en fait, ils ont le même système que Lost ou d'autres séries qui ont été vers le nulle part. Ils ont une boîte à mystère.
Et ils pondent des mystères constamment pour maintenir le spectateur un peu hameçonné à la série. Mais en fait, eux-mêmes, les scénaristes eux-mêmes ne savent pas comment résoudre ces mystères. Donc du coup, on fait encore plus de mystères, mais on n'arrivera jamais à résoudre ces mystères. Et donc du coup, à la fin, j'avais l'impression d'avoir fait le pas de côté qui fait que je pouvais plus aimer la série. Et du coup, tout ce que je voyais, c'était un truc un peu long, qui met trop de temps à développer, et qui prend trop son temps et qui raconte pas grand-chose, avec toujours plein de mystères et quand même une esthétique assez cool. En fait, la longueur, je crois que je l'ai ressenti aussi pour la saison 1. Mais t'as vu la saison 2 aussi ou pas? Non, du coup, j'ai pas regardé la Mais saison gros, 2. regarde la saison 2. En Mais je suis fait, il y avait d'accord. En des fait, excellentes raisons pour tous les mystères, c'est ça? C'est ça que tu es en train de nous en dire. fait, j'arrive plus à bien me rappeler. Ça fait un petit Alors moment. moi, ceux qui ont vu la saison Donc, 2 m'ont en dit qu'il fait, n'y a en pas fait, de je vois ce vraie que tu veux dire sur résolution le pour le côté moment. mystery box. Enfin, en mode, je vois ce Ouais, que tu c'est veux dire vraiment sur le ça, côté Mystery Box. mystère. Ouais, Et je sais plus si c'est bien fait ou pas. ouais. C'est juste que je me rends compte que maintenant que tu le dis, c'est pas un truc qui m'a gêné pendant le. En fait, c'est juste, je trouve que le setting, peut-être il faut expliquer. Enfin, non, peut-être les gens ils connaissent, c'est hyper connu. Mais bref, Ouais, on a pas. en gros, le setting, il te permet d'explorer enfin, plusieurs questions qui te font des mindfuck. Mais en fait, notamment, il y a un Complètement. mindfuck. Enfin, moi, il y a un mindfuck qui m'a détruit. Mais il est dans la saison 2, donc je peux pas le dire. Ah, pas spoil, pas spoil. Hmm. Donc, il y a Bon, pas ce. on en reparlera si je vois la saison 2. Ouais, ouais. Mais Bon, on bah, en tout aura eu cas, c'était la super hot de take de t'avoir, Geoffrey. Léo. Bah ouais, c'était trop bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était trop bien. Ouais, c'est trop bien. Merci beaucoup, Léo. Hmm. Et puis, bah, Merci à merci vous. aux auditrices et auditeurs. Et puis, à bientôt. Salut.